Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait sa life on Mars. Wouhou! Sailors fighting on a dance floor. Bonjour à tous, bonsoir même, je suis One A Pied, je vous accueille pour un long moment où nous allons parler de bande dessinée et je suis accompagné de celui qui vous a fait saturer les oreilles pendant le jingle, le docteur Tizak. Salut Ti. Hello. Et l'homme qui a préparé son émission comme un bourrin, À base de Thio. post-it. Yeah. T'es sponsorisé par les post-it ou quoi? J'ai eu une petite offre en fait sur ma commande pour l'école, donc du coup j'ai dit D'accord, ouais, 3 achetés, 2 tonnes offertes quoi. c'est ça. Ok, sympa. Pourquoi la Life on Mars sur cette intro d'émission? C'est parce qu'on vient d'écouter du Bowie et que c'est trop la classe. trop bien. Et que tu vois, après on peut se la jouer que genre I Am, tu vois, on est sur Mars, Marseille, tu vois, voilà. Ok, allez. Je préférais Bowie finalement. Ouais, Alors, c'est quoique On vote IAM ça reste bon quand même. Ouais, mais enfin là Ouais, pour Bowie, le coup, quand même, ouais. Bowie. Voilà. Ça dépend parce que si tu me dis NTM, non. Mais IAM, si. Ouais. Et Oui, puis, non, donc, bien, Et puis Life mais on Mars, non, mais excellente Life on série en Mars, plus. Non mais enfin bon, on va peut-être parler BD, non? Hein, quoi? Ah oui, on est là pour ça, c'est vrai. Un programme aujourd'hui, nous avons zappé les express parce qu'on les garde pour la prochaine émission. Nous allons vous parler de Freak Squill Funérailles. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Freak Squill. De Last Man numéro 3, de Zombilenium le tome 3, de Hot House le tome 10, ça commence à faire. De oui. Dark Lord, Tome 4. non, le tome 1 Tome ou un. 0, j'en sais rien. Tome 1 en espagnol. Thibaut viendra nous faire la deuxième partie de sa carte blanche consacrée à Marvel Now, où il viendra plus en détail sur les titres qu'il lit. Marvel Now. Marvel No, c'est No. Dr No, c'est ça? Marvel Now, ouais, c'est ça. Marvel Now. Ouais, c'est le Dr No quoi. Oui, je suis comme ça, moi. Je vous le fais avec l'accent pointu. Je peux vous le faire avec l'accent... Non, je sais pas. Faire l'accent pointu. La splash page sera consacrée à Vois comme ton ombre s'allonge. Et comme je dis, vous avez vu comme je suis vachement fort pour continuer à faire le truc Ouais, pour qu'ils s'en mordent de ouais, rire, ouais, à se ouais, foutre de la gueule. De JP. Voilà, qui est, voilà, dur d'en parler. Le online, je vais vous parler de Harfang, que c'est trop bien. C'est une superbe chouette. Le docteur Tizak viendra nous faire un courrier légèrement abrégé pour laisser plus de place pour Oui. les OEC Awards. Parce que nous, OEC Awards parce que si vous n'étiez pas content des résultats d'Angoulême, qui étaient plutôt honnêtes, en 2014, fait, yes baby, yeah. nous, on a fait nos OEC Awards et franchement, les résultats, ils déchirent. Il y a des trucs vachement serrés qui m'ont étonné. Vous pouvez déjà voir les résultats hein, parce qu'ils sont déjà en ligne, mais on va un peu. Ah bah commenter bravo ça pour vite le fait. suspense, Pierrick. Mais oui, mais c'est pour les gens, tu vois, qui nous écoutent là en live, et voilà. Qui en fait donc du coup là peuvent aller voir les C'est résultats et en fait Ils seront prêts à laisser des commentaires sur Ok. le chat pour comme Toi, ça. toi, l'autre jour où on aura tu de la présenteras le Super Bowl, tu donneras le résultat avant, quoi. C'est bière. sympa. Ouais, c'était déjà donné pour le Super Bowl cette année. en fait non, mais finalement le match était pourri donc. Voilà. Et le spectacle de la mi-temps aussi. Ouais. Ouh, il y a Non, débat, il y a non. débat. Il y a quoi? Il y a débat, je veux dire. Non, il y a débat. Non, Beyoncé et 50 danseuses en string, excuse-moi, ça envoie plus que Bruno Mars avec 4 mecs avec un petit costard qui danse quoi. Bon, Ouais, mais les amis. You make me feel wrong. Allez, on balance le. I've been locked out of heaven. Et les Red Hot qui font un set de une chanson tout poucrave des fesses. Ouais, mais parce qu'ils sont trop fatigués maintenant. Freak Squill Funérailles tome 1, un spin-off, donc une série dérivée de la série Tu vois, Freak Flea aurait pu Squill. jouer dans Freak School par exemple, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est carrément vrai. Il Carrément. devait ouais. jouer dans l'adaptation animée, je crois, de Gen 13, si je me trompe pas. Ouais, mais dans Freak School, il l'aurait fait, Flea. Ouais, il Gen aurait bien 13, fait, ouais. si je dois bien prononcer. Freak Squill Et Funérailles... Bruno Mars, par contre, pas un brin. Mathieu est en forme ce soir. L'iPhone Mars, Bruno Mars. J'essaie de trouver toujours un rapport avec le podcast, en fait. T'as vu, je m'en sors pas mal. Hein. Donc, Freak Squill Funérailles, un spin-off, donc une série dérivée de Freak Squill, qui nous raconte les origines de Funérailles et de son frère, qui est le directeur de l'école Freak Squill C'est cela dans la même. série. Et c'est dans une ambiance très 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 différente de la série. Bon, en gros, Alors, très différente, n'exagérons rien. Moi, je suis. Alors là, vous êtes C'est pas venu beaucoup, au regard, mais c'est quand même. beaucoup moins fun. On C'est est qui a raison d'accord. Thio dit qui c'est qui a raison. C'est moi. Et t'es d'accord avec moi? Plutôt, ouais. Voilà. T'es con. Non, c'est vrai que c'est pas la même ambiance dans le sens où c'est beaucoup moins fun, c'est beaucoup moins rigolo, c'est beaucoup moins pin-up. Bon, qu'est-ce que ça raconte?
Vas-y, fais-nous un petit résumé Ben, du pitch de départ, parce que je crois que c'est toi qui l'as lu il y a le moins longtemps. C'est cela même. Eh bien, c'est l'histoire en fait de Funérailles, donc notre manchot préféré, borgne préféré, qui frôle avec la mort qu'on rencontre donc dans Freeze Squill normal, et dont on découvre en fait là ses origines. Donc pourquoi est-ce que son frère est directeur d'école et lui est un sombre enseignant, mais un petit peu à part quand même malgré tout. Voilà. Ah bon, on est dans un univers d'heroic fantasy. Je sens que tu es en train de broder un peu, j'ai l'impression. Non. Donc on est dans un univers d'heroic fantasy un peu classique, où en gros la pureté de naissance chez les nobles est très importante. Et il y a une prophétie comme quoi si des jumeaux naissent, ça craint. Oui. Et donc la mère les gens qui gèrent un peu ces affaires essayent de jeter un des deux jumeaux qui est moins beau que l'autre. Oui, mais c'est-à-dire que surtout la prophétie dit qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, et pas qu'il soit deux. Donc du coup, pour essayer de rentrer dans la prophétie, ils font en sorte de tuer celui qui ressemble à rien, et ça fait partie malgré tout des habitudes. Alors non, en fait, le problème c'est que tous les deux sont parfaits. Oui, donc Oui, alors, oui, Ils sont tous les deux parfaits. Mais c'est pour ça qu'ils en jettent un, parce qu'ils veulent rentrer dans la prophétie. Et donc celui qui jette est sauvé par sa nourrice, et on va suivre en parallèle la vie de celui qui est élevé par le plus grand guerrier du royaume, qui sort avec une femme qui est manipulée Et manipulatrice. mais qui est manipulée par ses supérieurs. On est un peu dans des histoires de clans, ça me fait penser à Vampire la Mascarade dans l'ambiance, des manipulations de clans, ce genre d'ambiance. En parallèle, on suit la vie de celui qui vit dans les bas-fonds et qui forcément va croiser la vie de l'autre et vont devenir même amis, etc. Exactement. Voilà pour le pitch. Et quand je dis que ça change d'ambiance, c'est qu'on est vraiment dans de l'heroic fantasy, on n'est pas dans du contemporain à la Freak Squill. Tu te dis, mais il s'est passé combien d'années entre Funérailles et la série principale? Bah en fait, je suis même parti dans l'idée que c'était carrément un autre monde en fait. Tu vois, c'est pas le même. Ouais, une sorte D'univers monde parallèle. Et qu'après, ils arrivent dans le nôtre, en fait. C'est ça. Ah, ça pourrait tenir la route, ouais. C'est pas con. C'est pas con. Ça pourrait tenir la route. Oh, Ce qui est con, par contre, c'est de laisser la sonnette de son téléphone. C'est ça. C'est les gens qui laissent les portables allumés quand ils vont au cinéma, tu vois. C'est ça. Décroche, c'est ta mère. Ouais, ça va, hein. Donc, voilà pour le pitch. Le dessin de Florent Maudou. On va commencer tout de suite par les choses qui calment. Voilà, je pense que ça fait consensus, Matt. Bah, ça reste sur la même ligne que le Freak Squill classique, sauf que là, il y a de la couleur. Ouais. Et il y a même des pleines pages. Ouais, enfin, c'est magnifique. Ça donne l'impression que même c'est peut-être un poil plus léché que le Freak Squill, au-delà de la couleur. C'est moins barré aussi dans le scénario. Ça c'est moins barré dans le scénario. Mais voilà, il y a quand même moins de pages aussi que sur un Freak Squill normal. Là, on tourne à 80 pages. Peut-être qu'il a mis le même temps, j'en sais rien. C'est supputation totale de ma part. Mais ouais, j'ai trouvé le travail encore un petit peu plus léché que ce qu'on peut rencontrer dans Freak Squill. Donc la couleur, on savait qu'il s'en sortait parce qu'il y a de la couleur dans les Freak Squill. Il s'en sort, ouais. Mais il a une approche quand même très magnifique. Il a une approche très particulière de la couleur. C'est-à-dire qu'on sent j'ai l'impression qu'il fait vraiment ses travaux. Je sais pas s'il travaille en informatique, mais il a l'impression qu'il fait des crayonnés très 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 précis. Oui. Où toutes les valeurs sont posées avec un ancrage bien posé, et ensuite la couleur a un côté un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'on va avoir très très peu de teintes différentes sur une case. Il joue, tu sais, comme si tu faisais ta couleur avec du café, tu vois, sur certaines planches. Ouais. Il reste assez minimaliste, ce qui fait que sur chaque scène, il va vraiment poser une ambiance sur une scène, sur un personnage. La couleur sert surtout à poser une ambiance plus qu'à montrer que lui, il a les cheveux de telle couleur, lui, il fait ça, etc. Et je trouve que c'est assez réussi parce qu'il arrive à s'en sortir sans forcément faire des gros aplats de couleurs, comme on peut l'avoir. Je pense à Maurice dans Lucky Luke qui jouait sur ces couleurs-là en faisant les Dalton tout verts quand ils étaient en colère pour montrer que c'était vert de rage, etc. On a un peu cette approche-là dans l'utilisation de la couleur, je trouve, mais qui est plus douce dans la façon dont c'est posé. Complètement. Matt ? Je crois que je pourrais pas décrire plus que ouais, il a bien fait, franchement, il a bien taffé. C'est dur de décrire les dessins, vous le savez. Donc un côté très réaliste au niveau du graphisme, on sent une influence multiple des Américains et des Japonais globalement, hein, parce qu'ils se permettent de temps en temps de les montrer, un côté un peu humoristique des personnages qui se rapproche un peu de ce côté un peu SD, même si c'est pas aussi exagéré qu'on peut avoir dans les mangas. Tu sais, quand ils sont tout petits, qui font Collège Foufou est l'exemple parfait. Mais on est beaucoup plus loin de tout l'humour qu'il peut y avoir dans Freak Squill. Là, on oublie l'humour. C'est un univers qui est quand même beaucoup plus sombre, quoi. Hein. C'est vachement plus dur. Moi, ça me fait presque penser à Bienvenue à Gattaca. Pour le côté eugénisme. Pour le côté, ouais, voilà. Pour le côté où il y a vraiment une direction qui est donnée au monde et
Et si t'es pas dans les clous, de toute façon, tu es carrément en marche totale de la société. Bon, on va pas spoiler totalement, mais on peut quand même expliquer un petit peu. En fait, le principe dans ce monde-là, c'est que les enfants naissent ou peuvent naître par jumeaux assez fréquemment, pardon. Et en fait, il y en a forcément, ou quasiment à chaque fois, un des deux qui sort défiguré, abîmé, qui a sacrément morflé. Parce qu'en fait il y a un combat dans le ventre de la maman et que seul le plus fort des deux survit. Donc en fait à la naissance on ne sélectionne que celui qui est en parfait état parce qu'on considère que c'est lui le plus fort des deux et que le deuxième sera mis au rebut. Alors le rebut en fonction de la gravité des blessures varie. Il pourra être simple soldat, il pourra être travailler dans des bas-fonds, etc. Mais voilà, il y a une forme de sélection naturelle de caste, mais finalement la caste elle n'est pas liée directement aux parents, mais à l'état à la naissance, donc en fonction de la combativité de chaque nouveau-né. Il s'est aussi fait plaisir à développer un univers. On a les cartes à l'entrée, à la fermeture du monde. On est vraiment là, voilà, on rentre dans les codes de l'Heroic Fantasy qui nous montrent un peu à quoi ressemble l'univers. On voit que c'est beaucoup plus grand que les quelques endroits qu'on voit en fait. Il nous montre, il se laisse beaucoup de marge de manœuvre. Il y a un système de clans avec des animaux un peu totem, on a l'impression, sur chaque clan qui font un peu penser à l'ambiance qu'on peut avoir dans un Game of Thrones. Oui, et puis même il y a certaines références de temps en temps aux chevaliers du Zodiac que j'ai trouvé avec les chevaliers d'or de machin. Ça serait pas surprenant, ça collerait avec les références que peut avoir Florent Modou. Bon bah en gros, ça vous a plu quoi? Oui. Ouais, c'est dur de dire autre chose. Gravement. C'est à suivre. C'est à suivre, c'est le tome 1 de ce spin-off Funérailles. J'espère qu'on aura la suite. Oui, on aura sans doute. Je ne sais pas combien de temps il a prévu. Je crois qu'il n'en a prévu que 2. Ça se tiendrait avec le fait de parler de jumeaux. Ouais, on pourrait même aller jusqu'à 3. Parce que là, on termine avec simplement la séparation des deux frères après leur retrouvaille. C'est pour qui? Tous ceux qui aiment Heroic Fantasy. Tous ceux qui ont aimé Freak Squill. Après, il y a quand même du nu, il y a quand même... pas... Moi, je sais pour qui c'est. Pour ceux qui auraient aimé qu'il y ait un bon scénario aux légendes de la Lune Noire. Aux chroniques de la Lune Noire. Ouh, ça sent l'attaque perfide, ça. Ouais. On retrouve le ton, je trouve, de chroniques de la Lune Noire, mais bien écrit. Ouais. Sinon, t'avais aussi les fans de Vénusville dans Total Recall. Oh yes, baby! Pour les prostituées un peu zarbes. Ouais, pas mal. Puis l'homme à 4 mains aussi. Comme ça, il y en a une pour se gratter les couilles et l'autre pour se gratter le cul. Donc voilà, on a quelques commentaires sur le chat. Zartov nous dit Florent est un demi-dieu. Oui, je valide. Je valide. Ouais, je confirme. D'ailleurs, Amoretti nous contredira pas sur le coup. Tous les gens qui me parlent de Florent Modou me disent que c'est un demi-dieu et c'est vrai que waouh. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de planches dans l'année en fait. Si tu regardes bien. Voilà. Ah c'est pas un fonctionnaire. Comme nous. Le tome 3 de Last Man. Bon, j'avais hésité. À la base, je me suis dit un tome 3 de Last Man, on va se le mettre en express tranquille. Sauf qu'il s'est passé quelque chose dans ce tome-là qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Parce qu'on change totalement d'univers. Thio, tu nous le pitches? Hop, tiens, dans ta gueule, tu vois. Voilà, regarde, j'ai pitché à droite, pitché à gauche, si tu veux. C'est ça. Non, mais alors ça, c'est des termes de foot américain, les enfants. Donc, on avait quitté notre gentil petit gars... qui faisait le tournoi de fight. Adrien, qui faisait son petit tournoi de fight avec le grand et le beau Aldana. C'est ça. Et donc ils ont gagné. Oui, surtout Aldana. Parce qu'il a gagné la mer aussi au passage. Il a gagné la coupe, il s'est tapé la mer. Non, mais il fallait qu'il se détende. D'abord il s'est tendu, puis voilà, il l'a bien détendu. C'est le repos du guerrier, quoi. C'est cela même. Et en fait, le problème, c'est que le lendemain matin, Aldana s'est cassé. Avec la coupe. Et du coup, la mère, elle est un petit peu vénère. Alors du coup, elle dit à son fils, on le suit. Et là, elle sort une moto. Et il se casse. Et là, pour ceux qui voient pas trop, la semaine, pour le moment, c'est un univers d'heroic fantasy un peu classique, avec un petit village avec des gens qui utilisent la magie pour faire un tournoi d'arts martiaux. Il y a un tout petit peu de magie dedans. On s'attendait à avoir un tournoi d'arts martiaux qui avait duré tout le temps de la série. En gros, moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Ouais, et là, d'un coup, Dragon Ball.
on part à travers champs, à travers désert, campagne, montagne, et on découvre que le monde autour est très différent de ce qu'on a vu pour l'instant. Et on part dans du post-apo à la Ken le survivant. Ouais. Ah, là, on est même complètement dans du Ken le survivant. Voilà. C'est presque un spin-off. Avec des gars, des sortes de gars qui traînent sur la route, des sortes de crapules complètement débiles. Et complètement Ken survivant. Pimpon. C'est ça, pimpon. On a des flics qui ont un gyrophare sur la tête, parce qu'en gros, il y a des flics qui luttent contre les pompiers, parce qu'ils sont des clans ennemis et ils se tapent dessus pour avoir les droits. Avec des dialogues débiles, comme dans la traduction de Ken le survivant. Oui. Parce qu'en fait, c'est la traduction française de Ken le survivant qui rendait les dialogues débiles, qui rendait les méchants débiles. Et c'est complètement... En fait, voilà, pourquoi je voulais qu'on en reparle autrement qu'en Express, c'est parce que c'est plus la même BD. Oui. Alors graphiquement, on y reviendra, ça n'a pas trop changé, mais d'un point de vue du scénario, on est parti totalement à l'ouest. Il y a toujours de la baston. Il y a toujours la baston, mais en fait, surtout, c'est que là, le scénario est d'un coup devenu beaucoup plus complexe et touffu. C'est plus touffu, ouais, c'est ça. Que ça aurait pu le laisser deviner au la mère abord, la mère qui faisait potiche. Du coup, maintenant on se rend c'est compte plus la boulangère. Elle est badass. Ouais, alors c'est-à-dire que, à titre purement personnel, hein, la boulangère, je me doutais bien qu'à un moment donné, elle allait pas que pétrir la pâte et qu'elle allait avoir un rôle un petit peu plus important. Ça, elle l'avait fait à la fin dans le... pardon. Tu peux faire attention aux gestes que tu fais quand tu parles, s'il te plaît, c'est un petit peu... Oh pardon, c'est un coup sous la table, excusez-moi. Donc oui, voilà, on découvre qu'il y a une sorte qu'elle a un passé dans cette ville, mais mystérieux, on apprend très peu de choses dessus, qu'elle aurait eu un lien familial avec des personnages importants. On apprend un peu qui était Aldana dans ce monde et pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce tournoi. On apprend beaucoup de choses. Et on a toujours le petit Adrien, très naïf au milieu, qui lui s'intéresse un peu aux origines du monde en fait, parce qu'il commence à s'intéresser aux écrits, aux bouquins qui racontent les origines de la création. Là, globalement, on nous pose un peu les bases du... Il est petit, il sait se battre, mais pas trop. Par contre, il s'intéresse à toute l'histoire de ce monde-là, de cette île-là, ou de ces villes-là. C'est lui l'intello du scénario. Ça va être lui l'intello, donc le gamin de 6-8 ans, là, ça va être lui l'intello du groupe. Et une galerie de personnages au top. Ouais. Là, tous les personnages secondaires m'ont fait penser à certains pour du DBZ, d'autres à du Ken. Les avocats. Ouais, les deux avocats sont assez terribles. Oui, parce que les avocats se tartent sur la gueule pour savoir qui a raison en fait. Ouais. C'est de la baston d'avocats. Et c'est que des trouvailles débiles comme ça. Et donc on a des objections, c'est Phoenix Wright quoi. Objection dans ta gueule. C'est ça. Il y a un petit côté Nicky Larson chez les méchants aussi. Les méchants de Nicky Larson. Ouais. Oui, enfin c'est les mêmes traducteurs. Oui, exactement. Ce sont les mêmes traducteurs. C'est exactement ça. On retrouve cette ambiance traduction de voilà. Donc bon, le scénario voilà, ça part à l'ouest, mais il y a de la profondeur et en plus le final nous laisse supposer qu'on va encore changer d'ambiance dans le prochain tome. Oui. Parce que sur ce lieu-là, sur cette ville-là, les choses sont réglées. Et on va partir ailleurs, et j'ai bien l'impression que l'ambiance va changer. Au niveau du dessin... Fidèle à lui-même, ça reste juste excellentissime. Hein, merci Bastien. Pas que, je suis désolé, il y a Michael Sanlaville qui porte beaucoup aussi. Oui. Il y a un gros travail en fait à 6 mains. Quoique j'imagine qu'il dessine pas avec les 2 mains, donc on va dire 3 mains. Oui, Balak, Vives et Sanlaville. Ouais. Oui, ils sont 3 personnes dessus. Ouais, non, mais... Voilà. Donc, ils sont en train de partir dans... Ouais. Donc, Balak Vives sans la ville, qui travaille beaucoup sur... il y a un storyboard qui doit être bien léché, il y a un scénario qui est bien foutu. Là, ils sont en train de faire des gestes obscènes en arrière-plan. Je préfère fermer les yeux et ne pas imaginer de quoi ils parlent. Voilà, ils donnent des coups dans le micro de rire. Donc non, c'est très réussi. C'est très dynamique, c'est vraiment sympa. Puis en plus, ce qui est top, c'est péchu et voluptueux. Il y a un trait fin, souple, vivace. Ouais, vivace, ouais. Un travail sur les cadrages qui est super. Ouais, un travail sur les mineurs aussi qui est superbe. Et un noir et blanc avec des niveaux de gris plutôt bien pointés. Il y a des noirs et des blancs. Arrête, s'il te plaît. Bon, allez, vous voulez qu'on en parle? Et il y a un bordel où il y a plein de prostituées. Voilà. Vous êtes non, mais content? c'est pas ça le truc. Non, c'est par contre, je trouve ça intéressant parce que dans les 2 premiers tomes, le héros c'est Adrien et c'est Aldana. Et là, le héros dans celui-là, c'est la mère, quoi. Il y a qu'elle, quoi. Elle prend toute la place. Oui, c'est tu m'étonnes. Mais alors, les remarques lourdingues, franchement, là, c'est bon, quoi. Oh, attends, tu sais quoi, je sais. Il s'est mis en mode
Candeloro. C'est les Jeux Olympiques, c'est mis en mode Candeloro. Tout à l'heure, tu nous as fait écouter du patinage artistique de merde. Hein. Bah ouais, mais il y avait Candeloro, je trouve. Oui, c'est pour ça. Il s'est mis. Oh là là. Ben regarde, Allez, il a la même chemise un peu ouverte comme ça, avec les Et poils donc qui avec moi apparaissent pour vous pas. parler de bande dessinée aujourd'hui, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. C'est parti. Bon, c'est pour qui? Last Man. Bah pour Philippe Candeloro. Et pour les motards qui aiment le post-apo, moi j'ai trouvé. Ouais, oui, c'est vrai que pour le motard, ouais, c'est un côté motard. Puis pour le plaisir dégressif, quoi. C'est surtout pour ça. Dégressif aussi. Vous me perturbez à dire des conneries, après moi je dis n'importe quoi. Magnifique, Pipi. Voilà, dégressif, parce que si vous en avez acheté 3, vous payez le prix de 3. Ça pourrait être une idée. Bon alors, comme sur les autres, on a une couverture avec des premières pages, avec plein de petits autocollants, de petits stickers. Oui. À collectionner, à recoller à certains endroits. Et il y a une version collector sous blister avec différentes couleurs en fonction de la rareté du bouquin et un supplément d'une dizaine de pages enfin. C'est pas ce que j'ai pris parce que bon, hein, j'ai trop de BD à acheter, mais bon, c'est très très bien. C'est lisible sur Dailytoon. Oui, DELITOON.com. Voilà, je sais pas s'il est less sur Dailytoon, mais moi je sais que je les lis avant de l'acheter. C'est un truc trop bizarre que je fais. Je l'ai lu. Pardon, je les lis. Non, il les lit. Je lis les Il BD. l'a lu, mais il les lit. Mais je l'ai lu aussi. Voilà. Donc les instits, hein, je crois qu'on va passer à autre chose. Et moi je dis que vivement le tome 4. Parce qu'on a la couverture du tome 4 et franchement ça donne envie. Il y a des arguments. Le premier airbag, quoi. Bon, celle-là, on l'a fait sérieuse, hein, donc. Ouais, il vaut mieux. Alors, Zombielinium, tome 3. Bon, il y a moins de nichons, je vous le dis tout de suite. Il y a de la croc, par contre. Par contre, il y a du croc. Non, pas de la croc. Elle fait péter les bières. C'est con. Control Freaks, par Arthur de Pince. Oh putain. Je sais plus. De Pince. De pince. Non, mais de Pince, là, il supporte pas, on va se faire taper. Tu m'étonnes. Donc on continue à suivre les mésaventures des héros de cette série qui ont surtout appris comment fonctionnait le parc dans le tome précédent et qu'en gros c'était juste un parc qui servait à récolter des âmes pour un gros démon. C'est cela même. Et le truc c'est qu'ils font pas assez d'entrée de en âme, de chiffre d'affaires en âme et donc ils se chopent un contrôle quoi. On va essayer de régler la situation. Oui, en fait, on est clairement dans le monde de l'entreprise et acquisition, fusion, liquidation totale du stock. Et donc là, effectivement, vu qu'ils ne font pas assez de bénéfices en termes d'âme, de chiffre d'affaires, est mis en place une espèce de tuteur qui, pendant un petit moment, va devoir regarder un petit peu le travail des différents employés, voir un peu comment fonctionnent les différentes attractions. Et Bohémond Jaguar de Rochambeau. C'est cela même. C'est très classique dans les entreprises quand il y a une liquidation, je crois, il y a un gars qui vient pour redresser. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas trop mon domaine, je vais dire des conneries. Et donc voilà, il est là exactement pour ça, pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour que ça devienne plus rentable. Sauf que bien sûr, tout le monde n'est pas content et notamment notre camarade syndiqué. Il faut venir manifester votre mécontentement. Voilà, donc ça crée un peu le bordel dans le parc. Parce que, en gros, ils veulent tuer plein de gens, c'est surtout ça. C'est ça, il veut transformer globalement le parc d'attractions en abattoir. Donc là où les choses pouvaient se passer de manière assez transparente en récupérant des âmes par-ci, des âmes par-là, à partir du moment où on veut faire une espèce de travail à la chaîne on bourrine tout ce qui rentre dans le parc, ça devient plus compliqué. Mais on rentre aussi dans les petites lignes du contrat, à partir du moment où les gens achètent leur ticket, que se passe-t-il, à quoi ça les engage, etc. etc. C'est assez finement mené, c'est très bien foutu. Quelque chose à rajouter sur le scénario, tu vois ? Attention, il sort ses post-it. Ça c'est mesquin. Voilà. Pour une fois, j'ai préparé le truc et tout, j'ai fait des efforts et en plus on me vanne. Ça dégaine le post-it. Mais tu sais bien que n'importe qui aurait préparé, tu nous aurais vanné aussi. Non, la dernière fois, il a fait des trucs pour le courrier et je lui ai juste envoyé des vannes tout le long. Au niveau du scénar, moi je trouvais ça excellent, une bonne suite. En plus, on a quand même, on commence à avoir d'autres
D'autres quêtes annexes qui commencent à se mettre en place. On s'éloigne des one-shots, on avait un peu une ambiance un peu one-shot, je trouve, là, dans le il précédent. y a plusieurs choses qui se mettent en place en même temps, ça devait... Notre petite sorcière. Le cliffhanger de la mort à la fin. Le Aurélien, pourquoi, comment, voilà. On n'a pas resitué un peu la série pour ceux qui connaissent pas. c'est dommage pour eux. Ouais. Donc globalement, c'est un parc d'attractions avec des monstres, mais des vrais monstres à l'intérieur, et on suit un petit peu la vie des personnages qui gèrent la boîte. Voilà. Ouais, globalement, regardez le dernier clip de Skip the Use et vous aurez un petit aperçu des premières planches du premier tome. Oui, c'est un peu l'idée, un peu détourné avec l'équipe de Skip the Use. Très beau clip d'ailleurs. Très joli clip. Voilà, avec les dessins d'Arthur Depin qui déchirent. Ouais. Le dessin, donc justement, qui déchire. Bah, il déchire. Il déchire une belle galerie de personnages, vraiment sympa. On vous invite à aller jeter un œil sur notre chaîne YouTube La Voix des Bulles. Vous pourrez voir une démonstration de son talent, alors dans une qualité pas top, parce qu'on avait un peu improvisé l'enregistrement. Oui. Mais où il nous montre comment il travaille. Il ne travaille qu'en dessin vectoriel, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas avec papier, crayon à plat, c'est que sur l'ordinateur. Et sa technique, c'est de travailler avec des formes qu'il va déformer en jouant sur des vecteurs. C'est un peu une technique un peu mathématique, mais qui pourrait faire penser à du papier découpé, en gros, C'est ça. Si on devait la rapporter au monde réel. C'est ça. On est sur du Matisse, mais qui peut se... Voilà, il peut déformer, il peut aller zoomer un niveau de détail de la mort, et parfois un peu trop, il nous avait dit. Oui. Genre les détails qui sont pas visibles à l'impression tellement c'est petit. C'est ça. Mais lui, il sait que ça y est. Et en fait, alors le dessin vectoriel, ce type de dessin-là, moi c'est quelque chose que je connaissais, ce dessin vraiment assisté par informatique, et souvent ça se voit trop parce qu'il y a beaucoup de copier-coller, ils profitent d'avoir des formes, ils font du copier-coller, lui ne le fait pas, et disons qu'il a dépassé ce côté technique qui souvent fait que le dessin vectoriel a un côté un peu froid, et là pas du tout. Il a fait lors de la démonstration, il nous montre quand même qu'il a une très grosse maîtrise de ses personnages, donc ça va très vite pour refaire un personnage, et du coup il n'a pas besoin de faire un copier-coller comme tu disais, et on reste dans quelque chose d'assez expressif, et c'est que du bonheur. Mais enfin bon, voilà. Moi je sais que le vectoriel, je tâtonne un peu, et c'est vrai que une fois qu'on a compris les bases, quelqu'un qui ne sait pas trop dessiner, vu qu'on travaille avec des formes simples au départ, on peut réussir à faire des choses plutôt rendues. C'est ce que fait Mathieu avec ses post-it en fait, il fait du dessin vectoriel. Oui. Non ? Elle était gratuite celle-là. Ouais, je sais pas. Alors celle-là elle était totalement gratuite. Là, Pour la peine, tu vas nous dire c'est pour qui. Moi j'ai pour mis ceux qui aiment Moquet Choral. Moi j'ai mis les DRH en fait seulement. Pour les DRH. Effectivement. Parce que ça donne des bonnes idées, je trouve, quand même, pour relancer une société, pour... pour Montebourg. Ouais, pour motiver les troupes, tu vois, ça... Moi, je l'offrirais à Noël à Montebourg, tu vois. Ouais. En plus, c'est français. C'est français. Et sinon, aussi, tu peux le mettre en salon de lecture à Pôle emploi. Ouais, pas mal. Parce que du coup, là, les chômeurs, quelque part, ils peuvent se dire, non, mais c'est bon. C'est ça, accepte ta mission, sinon tu vas finir... Finalement, ça peut être pire. On a des illustrateurs dans la chatroom, Moski et Randall, qui discutent un petit peu avec Azertov du vectoriel, et en gros ils ont vu la vidéo, ils hallucinent sur sa maîtrise, et ils disent que c'est pas possible de faire des trucs bien avec du vectoriel parce que c'est totalement contre-intuitif pour un dessinateur classique. Et effectivement, je pense que c'est contre-intuitif pour un dessinateur classique. Mais il n'est pas un dessinateur classique. Il est Arthur Depin. Ouh. Mais non, à ce moment-là, il fallait que t'envoies le générique sans parler, tu vois. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'étais en train de me dire, oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, oh, le jingle est pas prêt, oh, Voilà, tu fais une super phrase, c'est de faire des effets et tout, et l'autre, il a... Effet de transition, sans transition, Pierrick. Ouais, j'étais sur le chat. Mais alors, je suis désolé, je ne peux pas rentrer sur le chat, les amis, il me refuse la connexion. Mets-toi en guest. Ouais, j'ai pas envie d'être en guest. Odd House. Tome 10, Jack Tupper. Il y a de l'écho. Ouais, et Jack Tupper va faire la guerre. Jack Tupperware. J'ai lu le titre, je me suis dit, il faut que je la fasse. Elle est nulle, je m'excuse, mais je ne pouvais pas ne pas la faire. Voilà. Odd House, c'est une uchronie steampunk. Donc nous sommes dans un monde steampunk où on est... Allez, c'est de l'histoire, c'est Thio qui parle bien d'histoire d'habitude. Moi je suis nul, je dis que des conneries. On est en 1864 parce que c'est écrit en gros derrière. Ouais, et en fait accessoirement et Victor Hugo aussi. C'est Napoléon III qui dirige la France. C'est ça. Et aux États-Unis, c'est creuse le canal de Panama. Ouais, mais là c'est parti très 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 en sucette. Parce qu'aux États-Unis ils ont un peu un problème de peste. Oui. Suite au tome précédent. C'est cela même. Et en plus... c'est les sudistes qui ont gagné.
Et ouais. Alors, ils ont pas tout à fait gagné. C'est juste que suite à la peste, du coup, le Nord est obligé de faire une espèce d'alliance. Bah, disons que ça va finir moins vite, quoi. Oui, ça a l'air plus mal barré. Ouais. Voilà, donc du coup, on est revenu dans notre gentille Europe, même sur notre chère île de Guernsey. Ouais, je crois que c'est ça. Bingo. Ouais, c'est bon. Et donc, on est dans la maison de Victor Hugo, Hauteville House, et on va s'attarder justement à comment ils s'appelaient les deux jumeaux là, qui étaient côte Lambarge. Tic et tac. Tic et tac. Voilà, tic et tac en fait viennent et essayent de dérober des choses dans Hauteville House, parce qu'on s'aperçoit en fait que Hauteville House est une sorte de base secrète de la résistance à l'Empire français. En gros, on a appris dans les derniers tomes qu'il y a une sorte des reliques extraterrestres, sans doute, on imagine, d'un autre plan, d'une autre dimension, on ne sait pas trop, mais un truc dans le genre. Et bien sûr, toutes les puissances essayent de se les approprier, de les contrôler pour pouvoir dominer le monde plus facilement. Et pour ça, ils essayent de trouver des endroits où seront les reliques qu'ils ont récupérées au fur et à mesure, parce qu'il en faut certaines pour ouvrir un tombeau. Voilà. Le tombeau, il l'ouvre, enfin bon, ça c'est dans le tome précédent. Et là, on va surtout revenir sur un peu les origines d'Hauteville House et la fondation du manoir, en fait. Fondation, c'est le mot juste. Exactement. Le terme de fondation profonde et très importante. C'est ça. On est dans une série d'aventure, espionnage, fun, décomplexé, on va dire. Hein. C'est un petit peu un James Bond dans l'ambiance, je trouve. Ouais. Un croisement entre James Bond et Hercule Poirot, quand même. Alors, je trouve quand même que là, on a bien perdu du Hercule. Hein. On a gagné en Poirot. Merci, Mathieu. Voilà, j'aime bien quand tu me mets des mots dans la bouche, ça me... Des mots, donc oui. J'ai pas dit le Poirot. Là, écoute, hein. Donc ouais, on a beaucoup perdu quand même de l'enquête des premiers tomes et on est passé sur j'ai trouvé un petit peu de l'action à papa, quoi. On est un peu rentré dans du Derrick sur ce tome-là et je trouve que c'est un peu dommage. J'étais assez déçu du rythme. Je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est la première fois en 10 tomes où on sent un ralentissement. Ouais, mais justement, il faut le Et noter. c'est un ralentissement pour prendre du recul. On change d'arc, des nouveaux enjeux sont mis en place. Il nous faut un huis clos classique. La maison est coincée, attaquée. Il y a une tempête. Il y a une tempête. Ils sont coincés sur l'île. C'est le scénar de Cthulhu de base. C'est étrange quand même en Bretagne qu'ils aient des tempêtes. Non mais c'est le scénar de Cthulhu de base. Oh là là, on est coincé sur l'île par la tempête. Et donc, bien sûr, il y a tous les mystères sur Jack Tupper qui était un pirate. Etc. Ce qui aurait fait construire la maison. On apprend un peu toutes ces origines-là. Bon, moi, j'ai jamais été un grand fan d'Hauteville House. Je les ai lus, mais c'est vraiment une lecture que je lis comme ça, vraiment pépère, quoi. J'accroche pas au dessin, en fait. Oui. Ça, c'est mon souci. Et c'est vrai que je trouve que la narration est parfois un peu trop verbeuse. Ouais, vu le style qu'ils veulent donner, ce côté action-aventure. Bon, parfois ils nous racontent un peu trop leur vie, quoi, les personnages, je trouve. Hein. Et ça tu vois, ce côté ambiance fin 19e, enfin milieu 19e, etc., qui veulent te donner, ça marche, mais ça colle pas avec le genre, j'ai l'impression. Non, moi c'est un mélange que j'aime bien. Non, là je trouve que le mélange il a bien fonctionné du tome 1 et jusqu'à maintenant, je trouve ça c'est quand même sympa. Quoi, Et moi, du coup, celui-là de Tom, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un ralentissement, mais c'est encore une fois pour prendre du recul, et du coup j'ai hâte de lire le 11. Parce que là, on met en place pas mal de choses et qui vont partiellement, je pense, se résoudre dans le prochain tome. Voilà. Moi, j'ai très envie d'avoir la suite, là. Mais aussi, le ralentissement, il est forcé, il va avec le genre. On est dans du huis clos, il faut essayer un peu de mettre une ambiance, un peu ce genre de truc-là. Donc, je pense que ça colle aussi avec le type d'histoire qu'il veut faire pour ce tome. Voilà, comme je dis, j'ai pas accroché, mais je pense quand même qu'au niveau du scénario, ça tient la route. Je trouve pas ça mauvais, mais ça me fait pas rêver, quoi. Bah, disons que moi, celui-là m'a pas fait rêver du tout. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout l'arc précédent, enfin les deux premiers arcs, parce qu'on peut dire qu'il y a deux histoires déjà complètes. Ouais. Là, bof. On aimerait peut-être plus en savoir sur la sorte de menace extraterrestre entre d'autres dimensions, etc., cthulhienne, dont on sait pas trop ce que c'est, quoi. Avec des portails qui nous permettent de passer d'un côté de la planète à l'autre. Là, c'est un Stargate. Ouais, un Stargate sur une seule planète. Oui, local. Bah, c'est la crise. Hein. Non, parce que dans Stargate, tu pouvais avoir qu'une seule porte active par planète. Oui. J'attends de voir la cabine bleue.
Ouais. Ouais, mais le docteur sera peut-être pas présent quand même. Ouais. Pas... Voilà, donc on a parlé un peu du scénario, donc vous êtes déçus, il y a du ralentissement. Le dessin, comme je disais, moi j'accroche pas, je trouve peu précis, un peu trop lâché, mais lâché sans maîtrise. On sent que... Et sans maîtrise. Oui, la puissance n'est rien. Oui, on sent qu'il y a un besoin de Lewis. faire vite. Les décors, je sais pas, Jacques, je trouve que les personnages ne ressortent pas assez des décors. C'est un peu trop plat dans le trait, dans la représentation des personnages, dans les visages. Enfin voilà, j'accroche vraiment pas. Bah moi je trouve ça, enfin ça reste un dessin qui est efficace, qui est propre, qui sert bien, on va dire, le propos. Il y a pas, ouais, comme je disais, oui, mais en même temps, c'est pas le point fort. Voilà, quand tu regardes la lecture, Florent c'est de la lecture rapide, quoi, entre guillemets. Je trouve le Odyssey House, moi je lis pas non plus pour y passer des heures, quoi. Moi, j'aime bien prendre mon temps pour l'histoire. Oui, mais c'est pas le dessin, moi, qui m'intéresse le plus. Moi non plus, voilà. Par contre, voilà, sur le Freak Squill, tu peux passer du temps à regarder une case, à regarder une planche, machin. Mais si c'est pas forcément le cas ici. Si tu faisais des petites couvertures, si tu faisais un intérieur comme les couvertures de Odyssey House, franchement, ça déchirait quand même. C'est vrai. Bon, de temps en temps, il y a quelques vignettes qui sortent du lot, hein, notamment sur les paysages. Alors, les couvertures étant faites par Manchu, c'est normal qu'elles déchirent de leur maman, parce que Manchu est un demi-dieu, comme dirait Azartov. Oui, tout le monde est un demi-dieu, il l'a dit tout le temps là. Ouais, mais au moins deux demi-dieux, parce que sinon il manque un morceau. Et enfin, les dieux, ils sont nombreux quand même. Hein. Puis, oui, bon. On est vraiment dans un travail aussi d'équipe, hein, comme on avait pu voir dans Last Man. On a un storyboarder qui est Christophe Kay. C'est donc Thierry Giou qui dessine, et le scénario de Fred Duval. Donc on a vraiment un travail et des couleurs de Carole Beau. Ouais. Il vérifie quand même, il check. Oui, non, parce que j'avais un doute. On est vraiment dans un travail d'équipe très studio à l'américaine qui colle avec l'ambiance série B, hein, qui est le nom de la collection. Voilà. C'est pour qui ? Moi j'ai dit que c'était pour les fans d'architecture, pour ceux qui aimaient en fait vraiment les maisons avec des grandes caves. Parce que ça c'est étrange, je veux dire, quand tu fais un manoir, il faut forcément que tu aies une cave, mais qui déchire sa race. Grosso modo, tu rentres la ville de Marignane dedans, quoi. Bah là, pour le coup, c'est un 3 mâts, je crois. Oui, mais sans compter que tu sais pas réellement comment le 3 mâts il peut rentrer dedans parce qu'il n'y a pas de grotte. Et personne n'a jamais su comment il était rentré. En fait, la porte de la cave, c'est la porte de la cabine bleue. C'est plus grand à l'intérieur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ou c'est le bus des Spice Girls aussi dans le film. Je n'ai pas vu Spice Girls le film. On a chacun les références. J'ai vu que le début. Alors attendez, juste à dire. Dans le film des Spice Girls que j'ai vu un jour sur Canal Plus en sorte en errant misérablement devant ma télé. Et bien elles rentrent dans leur bus à Empire, tu vois, avec le. Mathieu, et là c'était gigantesque. Tu aurais parlé de l'alarme fatale. Tu aurais parlé de l'alarme fatale et de la caravane. Je pense que ta référence t'aurait moins desservi. Là, tu vas faire un tour sur le balcon. Tu as 5 minutes de gage. Hop. Au frais. Voilà, 5 minutes de silence dans l'émission pendant que le s'engage. Moi, je saurais pas trop ouais, c'est pas pour moi, donc je saurais pas trop dire pour qui c'est. Alors, pour toutes les c'est personnes pour qui ne Mathieu. sont pas comme moi. Oui. Alors là, ça y est, c'est reparti sur la crise de fou rire. Ah, c'est beau ça. Moi, je trouve ça propre là. Le mec qui te demande de faire des trucs et en fait, moi, je le fais pas. Moi, je m'en fous. Je le fais pas. C'est pas pour moi. Alors, démerdez-vous. Dark Lord. J'étais pas né. C'est ça. J'étais pas là. Dark Lord de Aitor Irania. J'essaie de bien prononcer parce que c'est un prénom espagnol très complexe quand même, un nom très complexe. Chez Diabolo Édition, on a déjà parlé, petite maison d'édition qui débute en France en tout cas parce qu'ils existent depuis quelques temps en Espagne et dans d'autres pays. Et donc ils traduisent leur propre bande dessinée, dont Dark Lord. Alors ils ont franchement une production assez variée et originale. On y reviendra parce qu'on a d'autres titres de leur collection. On a déjà parlé du petit Lovecraft chez eux. Voilà, et là on est un peu dans le même ton, mais il y a des choses un peu plus variées. On avait parlé aussi de pornographie, on avait parlé... Pornographie que. Oui, pornographie que, oui. Le gars qui fait l'opération des jambes là. Ah oui, le dégoût. Le dégoût non, c'est pas eux, c'est Insula, c'est argentin. Désolé. Non mais bien tenté, Matt. Ouais, non, là j'ai voulu faire le mec qui se rappelait de trucs et puis non. Bon, et il y a quelques titres qui ont l'air très intéressants, qui s'intéressent un peu au côté pulp américain dans ces ambiances-là. Là, on est dans de la BD d'humour pour rôlistes. Je crois que j'ai oui, sous forme de strip, voilà.
Là, je pense que tu as bien résumé. Donc on va suivre les aventures du Dark Lord, qui est un seigneur des ténèbres. Non, s'il te plaît, c'est un chef de donjon. Oui. C'est le boss de fin du donjon. Oui. Le boss de fin du donjon. Enfin, il en jette pas trop quand même. Hein. Non, mais il sort jamais de chez lui. C'est... Si, il y a un moment donné, Une fois. il va arroser ses plantes à l'extérieur avec son petit tablier. C'est un peu le Sauron du pauvre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Sauron, quoi. Je veux dire, merde. Le Sauron du pauvre. Non, mais... Tu l'as cherché avant, celle-là ou... Non, je viens de la Je viens de la trouver, ok. C'est le Sauron du pauvre. Donc, Ok. Et ensuite, c'est mes aventures dans des strips, même classiques dans les strips. Hein. Des fois, c'est très drôle, des fois, ça l'est moins. Et là, globalement, moi, j'ai bien rigolé tout du long et je me suis pas lassé, comme ça peut m'arriver souvent en lisant des tonnes de strips. Ouais. Moi, Non, je t'ai lu tu deux blocs. rigoles, et- tu rigoles tout le long, je suis d'accord. Après, il y a certains strips, je suis resté à blanc parce que je pense qu'on a soit la traduction n'était pas excellente, soit j'avais pas les références parce que je suis resté mais tanké dessus en faisant ah. Alors de suite, il y a un souci, et c'est le problème que je trouve globalement chez Diabolo Édition. Ils font faire les traductions par des hispaniques, donc qui doivent très très bien faire les français parce que les traductions sont globalement très bonnes, mais parfois il y a des références qui n'ont pas de la culture pop française sur la façon qu'on va avoir de parler. Quand ils font référence au jeu de rôle, par exemple, explicitement, de temps en temps, tu sais le mot qu'ils voulaient donner. À un moment, ils traduisent les alignements, genre chaotique bon, etc. Et c'est une traduction qui n'est pas celle qu'on utilise dans les bouquins français. On sent que, même si le traducteur est bon, il lui manque cette culture locale, qui fait que parfois, c'est un peu, surtout sur quelque chose de très pointu comme ça, c'est un peu limite. Mais globalement, ça reste très lisible, on comprend très très bien. Il y a très très peu de moments où moi j'ai eu cette sensation-là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, il faudrait peut-être qu'ils embauchent des traducteurs français, si vous voulez éviter ces écueils. T'as feuilleté un peu, t'en as lu quelques-uns. J'ai feuilleté un peu, ça fonctionne très bien, la partie humour fonctionne très bien. Effectivement, après, il y a quelques manques de précision sur le vocabulaire, sur les expressions, etc. Un petit truc qui m'a, je vais pas dire choqué, mais les strips ne se finissent parfois sur la page d'à côté ou sur la page de derrière. Et au niveau de la mise en page, je trouve pas forcément ça toujours probant. Ah, moi ça m'a pas du tout posé de problème. Ce Non, problème-là. Moi j'ai bien aimé les petites pubs au milieu. Les fiches de matos aussi. Les fiches de Les matos. fiches de matos, ces petites pubs, ouais, c'est très sympa ça. À la fin, t'as les quelques espèces de posters aussi, des affiches. Le Dark Lord qui a été refait par plusieurs personnes. Voilà. Oui, c'est des dessinateurs oui. à côté qui l'ont dessiné Le dans Obey- plein de styles très différents. Le qui sont très Obey classe. est excellent, je trouve. Et puis voilà, enfin, il y a des personnages récurrents qui commencent à apparaître. Donc le serviteur des ténèbres qui fait ses affaires de son côté, l'esclave qui se chope mais dont il voudrait bien se débarrasser parce qu'elle est chiante. Il y a vraiment un humour, moi, qui m'a bien fait rire et qui peut passer même chez les non-rôlistes. C'est pour les gens qui aiment le Seigneur des Anneaux, même s'ils risquent le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là, même s'ils risquent de rater quelques gags, quand même. Parce que dès qu'ils arrivent sur un passage où ils se retrouvent dans une convention de jeu de rôle, des références au chaotique mauvais ou ce genre de trucs-là, faut connaître un petit peu le jeu de rôle pour tout apprécier. Donc voilà, le dessin est très très simpliste et sombre. Là, c'est bien. Ouais, c'est assez rigolo. Il y a un côté enfantin, mais en même temps, les couleurs ramènent à quelque chose de plus sombre et de moins gamin, quoi. Ouais, on est dans le château du Seigneur des Ténèbres. Ouais, non, puis il y a un côté lâché, tu vois, un peu brut dans le dessin, mais qui passe vachement bien. On n'est pas dans du cartoon rond. Ouais. Tu vois, ce cartoon un peu rond auquel on pourrait s'attendre, qu'on a par exemple dans les BD de Nullbuck ou dans le Dark Tower, qui est une BD encore qui d'ailleurs c'est très proche de Dark Tower là-dessus. Donc il y a un côté qui a pas ce côté rond, c'est plus brut, plus lâché, et moi j'aime bien un style graphique que j'ai beaucoup apprécié, qui colle très très bien au propos. Ça colle au propos, ça colle au style, ça colle au format. C'est très ça marche lisible, très bien. voilà. Thio est parti ailleurs. Non, je suis toujours présent. Les 5 minutes sont passées je sais pas, en fait, c'était la question. J'attendais que vous me redonniez la parole. Voilà, le dessin est efficace, nickel. C'est à la fois simple tout en ayant quand même parfois pas mal de détails en fait. Il y a beaucoup de monstres ou beaucoup d'ennemis qui sont bien shadés quoi. Et par contre au niveau du scénario, il y a des moments où à la fin j'ai quand même eu l'impression quand même de lire du Nullbuck. De me dire tiens ça y est je suis un petit peu
Bah, surtout dans les derniers tomes, là, pour ceux qui lisent les romans de Nullbuck, où on est dans le donjon et on est dans la vie du donjon et tiens, en fait, telle salle, elle est pas encore active parce qu'en fait, les mercenaires qu'on a commandés, ils sont pas arrivés, les nains nous ont pas livré le matos. Bon là, de tel côté, c'est un peu en travaux parce qu'il faut faire refaire le toit. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo Dungeon Keeper, quelque chose qu'on retrouve aussi dans Donjon de Trondheim. C'est le côté montrer l'autre côté. Après, forcément, t'es dans le même univers, tu sais de trouver un angle d'approche original, donc forcément, tu finis par retomber sur des thématiques qui doivent être proches à un moment. Mais ça me semble assez complémentaire de Nullbuck pour le coup, parce qu'on est plus vraiment du côté des méchants. Nullbuck, on est plus du côté des héros. Ça dépend. Les derniers romans, tu es bien du côté j'ai méchant. Ah ouais, mais tu lis pas, voilà. Enfin, toi, tu prends que des trucs avec des cases là. Et des images. Des images, sinon tu comprends pas. Voilà, c'est donc pour qui ? Ouais, facile. C'est pour les rôlistes et les fans du Seigneur des Anneaux. Et Nullbuck. Et de Nullbuck. Ouais. Même on peut commencer un peu plus tôt. Ouais. Le côté enfantin, je pense, peut inciter à aller chercher les références. Il y a quand même des blagues assez tendancieuses. Il y a des blagues qui sont un peu tendues quand même. Ah, j'ai pas tout lu, moi. Hein. Ah, oui, alors si tu veux, quand il se passe des trucs avec l'esclave, il a l'air très content. Grosso modo, il a un peu un lapin sous le chapeau. Voilà. C'est ton épée que tu pointes vers moi ? J'espère que c'est ton épée. épée. Pas sous mon manteau, pardon. Sous le chapeau. Oui, ça passe inaperçu, ça. Ouais, d'accord. Ça, c'était Garcimore qui avait un lapin sous le chapeau, ça marchait pas. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer à la carte blanche de Thibaut, qui va nous parler donc de Marvel Now. Nous, on va continuer à vous suivre un peu sur le chat. On va aussi aller prendre l'air, aller faire des choses dans des endroits obscurs de l'appart de Tizak. Non. Non, d'ailleurs, maintenant, il faudra qu'on trouve une cave. Ouais, une cave. D'ailleurs, si quelqu'un donc connaît une cave donc sur les Pennes Mirabeau ou alentour, pour qu'on puisse enregistrer de nouveau, parce que bientôt nous serons SDF. Voilà. Ouais. Merci à vous. Allez, c'est à toi, Thibaut. Carte blanche à Thibaut qui nous revient pour nous faire la suite de sa carte blanche sur Marvel Now. Bonjour Thibaut. Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs de Synops Live en live. Ouais, comme en plus on est en live, mais là non, mais oui on est en live, enfin on se comprend quoi, avec tous ces paradoxes temporels, c'est assez compliqué. Exactement. Mais on n'est pas un paradoxe temporel près, tu vas nous parler donc encore de Marvel Now, et alors que c'est quand même démarré depuis un petit moment. La dernière fois tu nous as un petit peu fait un historique de l'origine de Marvel Now, et là tu vas nous parler un peu des séries qui te semblent intéressantes à suivre, et celles que tu as suivies en tout cas, et des titres qui t'ont le plus marqué. Exactement, et puis je vais faire dans un ordre qualitatif absolument subjectif, puisque c'est mon ordre préféré. Tu commences par les plus mauvais, j'espère. Entre guillemets, oui. Même si là, pour le coup, je vais pas commencer par par la plus mauvaise, mais par celle qui ne contient qu'une seule série Marvel Now, c'est Marvel Knights, avec les nouveaux Thunderbolts, par Daniel Way au scénario et Steve Dillon au dessin, que vous avez chroniqué dans un épisode précédent du One Eye Club. Oui. Donc Steve Dillon qui avait déjà dessiné le Punisher par le passé, qui donc se retrouve avec une équipe composée donc du Punisher entre autres, mais aussi de Deadpool, le Venom façon Flash Thompson, donc militaire et sous ordre du Shield, Elektra et le Hulk rouge, et un personnage mystérieux dans le premier épisode. Donc voilà, c'est un premier épisode de création d'équipe, avec les motivations donc du Général Ross en tant que Hulk rouge. Bon, on n'en sait pas plus, on attend, le dessin est correct. Moi j'aime bien le principe des Thunderbolts en général. Daniel Way a fait du très bon sur Deadpool, j'attends du coup beaucoup de cette série Thunderbolts, façon Marvel Now. Moi j'avoue que pour avoir lu un peu la suite, ça m'a un petit peu déçu, d'autant que je trouve que Dillon n'est pas très adapté pour du mainstream avec de l'action dans tous les sens. Je le trouve bien meilleur sur quelque chose d'un peu plus intimiste en général. Et pourtant il a fait du Punisher très très bon. Non mais il y a un côté blockbuster dans Thunderbolt qui va un peu trop dans tous les sens à mon goût, je trouve. Alors blockbuster, parlons-en, avec donc le magazine phare qui est Uncanny Avengers, qui est à 4,50€ pour 70 pages à peu près, avec donc 3 séries qui sont Uncanny Avengers par Rick Remender et John Cassaday, qui est donc la série fer de lance de Marvel Now, suivie de Avengers Arena par Denis Hopeless et Kev Walker, et enfin A+X, donc qui réunit des scénaristes et dessinateurs venus d'un peu partout pour des très courts épisodes de 10 pages, réunissant donc au niveau du scénario un Avengers et un X-Men. Ouais, c'est la série concept défoulatoire. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est une petite série sympathique, un peu popcorn, et moi c'est ça que j'aime bien de temps en temps, c'est ce genre de petite série qui cherche pas à être hyper calé au niveau de la continuité, ce genre de choses, voilà, ça permet de voir les personnages dans des situations qui durent le temps d'un épisode et puis basta quoi. Ça doit être assez casse-gueule pour les scénaristes en tout cas, parce que sur un épisode il faut assurer. Oui, mais c'est du bon, là par exemple dans le Uncanny Avengers numéro 1, on trouve donc 2 épisodes de A+X, un par Dan Slott et un par Jeff Lubb. Ça va. Voilà, c'est pas des débutants au niveau du scénario.
Uncanny Avengers, par contre, c'est du Rick Remender. Rick Remender, c'est quand même un mec assez barré qui sort souvent des concepts qui vont très très loin, qui s'étalent sur de nombreux numéros. Là, donc, l'objectif des Uncanny Avengers, c'est créer une équipe d'Avengers faisant la promotion des X-Men. Donc, c'est moitié d'Avengers, moitié de X-Men, avec du Captain America, du Thor, mais aussi, donc, en leader de l'équipe, Havok, le frère de Cyclope, mais aussi Wolverine, la sorcière rouge, et Malicia. De toute façon, Wolverine est dans toutes les équipes. Oui, de toute façon. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est Havok en chef d'équipe. C'est le genre de truc auquel je m'attendais pas bien, qu'il a été chef d'équipe de X-Factor par le passé. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais alors le lointain passé. Exactement, là, il revient un petit peu, il n'a pas participé beaucoup aux derniers événements. Et il se retrouve un très très bon leader de Uncanny Avengers. Pour avoir lu le numéro 3 de la série, il se débrouille très très bien, il arrive très bien à tenir tête à Captain America, alors que ce dernier lui a confié les rênes volontairement. Donc c'est une série qui démarre un peu faiblement, mais j'ai entendu dire que passer le premier arc, donc avec pour adversaire un clone du Crâne Rouge, ça devenait beaucoup plus intéressant. Avengers Arena, c'est la suite de Avengers Academy en quelque sorte, puisque cette série reprend certains des personnages de Avengers Academy, une série que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, c'est plus les plus jeunes héros de l'univers Marvel dans un remake de Battle Royale. Donc ils sont enfermés sur une île par Arcade, un vilain de l'univers Marvel, qui les pousse à s'entretuer. Ils sont bons les années 90. Ouais, je sais pas trop, je connais pas en fait. Je le connais et franchement, à l'époque ça passait bien, mais c'est vrai que là maintenant à notre époque, je vois difficilement. Enfin, ils ont dû faire un bel effort de remise à jour. Ah bah là, il est très violent. Il a des pouvoirs absolument phénoménaux et dès le premier épisode, il y a un ou deux personnages déjà qui meurent. D'accord. Ça en dit long sur l'idée. C'est une série qui divise énormément. C'est soit on aime, soit on déteste. Moi j'aime parce que j'avais bien aimé Battle Royale et j'aimais bien les personnages de Avengers Academy, et même si je sais que je vais en voir mourir, et même dès le premier épisode, il y a des personnages que j'aimais beaucoup, je trouve ça intéressant de les voir dans une situation de grande difficulté. Ça reste un concept qui est un peu limité dans le temps quand même. C'est une série qui s'est arrêtée au bout du numéro 20 je crois, et maintenant c'est Avengers Undercover. Ensuite, le moins bon magazine de ce que je lis, puisque je ne lis pas X-Men Universe, Wolverine et Deadpool, c'est Iron Man. Iron Man, c'est pour l'instant le plus faible selon moi, malgré donc des séries qui s'annonçaient de qualité. Donc Iron Man par Kieron Gillen et Greg Land, Gardien de la Galaxie par Brian Michael Bendis et Steve McNiven, Nova par Jeff Love et Matt Guinness, et enfin Les 4 Fantastiques par Matt Fraction et Mike Bagley. Alors Iron Man, on est très loin du run de Matt Fraction qui avait plutôt bien modernisé le personnage d'Iron Man, avec notamment la création de l'entreprise Résistance, qui avait pour but d'utiliser la technologie Iron Man de façon humanitaire, l'apparition de l'armure pour Pepper Potts intitulée Rescue. Là, c'est une revisite un petit peu de l'arc Extremis, c'est-à-dire on reprend les problèmes liés à Extremis, la technologie qui a fait que Iron Man est lié biologiquement entre guillemets à son armure. Des gens un peu partout dans le monde récupèrent la technologie Extremis pour s'en servir à des fins plus ou moins bonnes, et donc Iron Man part à leur track. C'est sympathique, mais sans plus. Et au niveau des dessins, je suis pas fan du tout des visages. Je trouve que les visages sont très très particuliers, avec souvent des sourires qui tranchent beaucoup avec le ton qu'est censé avoir le personnage. Pourtant, Greg Land est quelqu'un qui sur les visages est en général très fort. Là, je suis pas très content. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie, donc c'est une nouvelle aventure des Gardiens de la Galaxie, qui commence avec un numéro 0, centré sur les origines de Star-Lord, comment il est devenu Star-Lord, comment il a récupéré son armure, et qu'il est devenu le héros contrebandier mercenaire de l'espace qu'il est depuis de nombreuses années. C'est sympathique, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de lire le Marvel cosmique, donc c'était assez intéressant. Et puis à savoir que donc dans cette nouvelle version des Gardiens de la Galaxie, Iron Man se joint à leurs aventures. Ensuite il y a Nova, donc Nova très très jolie, toujours Ian McGuinness qui est d'une efficacité à toute épreuve, sur un scénario de Jeff Lubb. C'est les origines de ce nouveau Nova qui est un Nova noir, son armure est totalement noire, et comment en fait il va hériter du casque de son père qui est donc un de ces Black Nova, donc un héros qui a 14 ans. Ça reprend un peu cette idée du Spider-Man cosmique, il a toujours été un peu comme ça Nova. Pour cette nouvelle mouture, c'est à peu près pareil. Enfin, les Nova de plusieurs couleurs, déjà que Nova faisait beaucoup penser à du Green Lantern à la base. En fait, c'est juste une escouade des Nova, je crois, rien de très Power Ranger-esque comme les Green Lantern de ces dernières années façon Geoff Jones. Enfin, les 4 Fantastiques par Matt Fraction et Mark Bagley commencent sur une idée un peu originale. La famille, les 4 Fantastiques et leurs enfants, décident de partir en voyage pendant 1 an
à travers l'espace et le temps. Sauf que en fait, Reed Richards a fait en sorte que leur voyage de 1 an ne dure pas 1 an dans notre ligne de temps, mais dure seulement 4 minutes. C'est un peu classique chez eux. Ouais, voilà. Mais pendant ces 4 minutes, il y a toujours besoin des 4 fantastiques pour parer à toutes les éventualités. Et donc, en fait, c'est un peu la genèse de ce voyage à venir et surtout, qui vont-ils recruter pour les remplacer. Donc, il faut savoir que cette série devrait normalement se lire avec en parallèle FF, Future Foundation, et donc toujours pas mal de fractions. Et là, malheureusement, ça ne sortira qu'en 100%. C'est déjà sorti d'ailleurs en 100% au mois de janvier. Donc, ça se trouvera en librairie. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir mise dans ce magazine. Donc voilà, un magazine un peu décevant. Et pour avoir lu le numéro 2, je reste toujours sur cette idée de déception. Maintenant, on arrive sur du très très bon, avec pour commencer Avengers Universe, avec pas moins de 5 séries. Avengers Assemble par Kelly Sue DeConnick et Stefano Caselli centre ce premier épisode d'un nouvel arc sur la rivalité scientifique entre Tony Stark et Bruce Banner, donc Iron Man et Hulk. Et donc en fait, l'un des amis des deux héros a des difficultés en Antarctique et ils partent en Antarctique pour étudier le problème, accompagné chacun d'un autre super-héros de l'équipe des Avengers. Donc il y a d'un côté avec Hulk Spider-Woman et avec Iron Man il y a Thor. Et en fait, évidemment, quand ils arrivent sur place, c'est déjà le gros bordel. Et puis ce qui devait s'annoncer comme un concours scientifique s'annonce comme une grosse enquête des Avengers. C'est un peu la série Popcorn, basée à la base sur l'équipe du film, mais qui d'épisode en épisode a dévié, puisque c'est une équipe des Avengers classiques. Parce que comme je l'ai dit, il y a Spider-Woman, mais il y a aussi Wolverine qui fait des apparitions, Spider-Man également, et Captain Marvel qui est là pour chapeauter un peu tout ça. Maintenant, on aborde les 3 meilleures séries du magazine, et certainement parmi les 3 meilleures séries de Marvel Now. Tout d'abord, Thor God of Thunder, par Jason Aaron et Sabri Beach. Donc c'est une série qui se passe sur 3 timelines différentes. Le passé, le présent de Thor, et un futur où il est très très vieux et roi d'Asgard. Donc dans le passé, en fait, Thor a croisé la route d'un tueur de dieux. Il l'a affronté, et apparemment il s'en est sorti. Et dans le présent, il part en quête d'un panthéon, d'un autre système, d'une autre galaxie, etc. Il découvre que les dieux de ce panthéon ont tous été massacrés. Et il reconnaît là la patte de ce fameux tueur de dieux qu'il avait affronté dans son passé. Pour ce qui est du futur, on devine que ce serait le combat final entre Thor et ce tueur de dieux. Très intéressant, pitché comme ça. Ça s'annonce vraiment comme une superbe épopée de Thor. On n'est pas trop centré sur le folklore, bien que dans le passé, on voit bien le Thor très jeune, très brutal, très viking au final. Il boit de l'alcool, il séduit sans vraiment séduire les femmes, et puis il massacre à tour de bras dès qu'il en a la possibilité. D'ailleurs, c'est un Thor tellement jeune qu'il n'a pas encore accès à Mjolnir, son marteau. Donc voilà, ça s'annonce juste épique. Ensuite, Captain America. Alors après de longues années de Ed Brubaker au scénario, avec un ton très espionnage, très polar, on tombe sur un Captain America par Rick Remender, qu'on a vu tout à l'heure dans Uncanny Avengers, et au dessin John Romita Jr. Ça donne un Captain America qui est capturé par Arnim Zola, son ennemi d'un peu toujours, qui le capture dans une autre dimension qui s'appelle la dimension Z. Et lorsque Captain America réussit à s'échapper des griffes de Zola, il emmène avec lui un nourrisson. Et il se retrouve perdu dans les plaines de la dimension Z, avec tous ses dangers. Voilà, Captain America dans une autre dimension, avec un nourrisson à élever. Je peux t'assurer que c'est du très très bon. Et on a un John Romita Jr. plutôt en forme, très loin du dessin très fainéant qu'on a pu voir sur la série Avengers, notamment ou pendant Avengers vs X-Men. Mais je sais que Romita étant capable de faire beaucoup de séries à la fois, en fonction de la charge de travail qu'il doit avoir, il est plus ou moins talentueux, on va dire. Non, là il est très concentré et c'est assez agréable à voir. C'est du John Romita Jr. digne de ce qu'il a pu faire par le passé sur Spider-Man. Ensuite, Indestructible Hulk par Mark Waid et Francis Laney Liu. Où en est-on avec Hulk? Parce que dans les dernières nouvelles, Bruce Banner et Hulk avaient réussi à se séparer, Banner était devenu fou, puis il avait fini par mourir quasiment totalement. En fait non, il manipulait de temps en temps Hulk pour se réintégrer définitivement, enfin bon bref, c'était le bordel. Là, Bruce Banner, il a réfléchi. Qui est-il Bruce Banner au final? Un brillant scientifique, comme on a pu le voir aussi dans Avengers Assemble, et de temps en temps, quand il est en colère, c'est un boulet de canon. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il invite Maria Hill dans un restaurant de la petite ville de Manchester en Alabama, et il lui propose ses services. C'est-à-dire, vous me fournissez une équipe de scientifiques pour le SHIELD, grâce à laquelle je vais concevoir des nouvelles technologies qui seront utiles soit au SHIELD, soit à l'humanité. Et puis, de temps en temps, quand vous le voudrez, vous pointerez le canon dans une direction, et vous libérerez Hulk.
Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Oui, ça peut tenir. Et ça marche très très bien, on le voit dès ce premier épisode. Là. L'idée tient bien et on voit que le scénario promet de très bons moments, soit tantôt avec Bruce Banner, soit tantôt avec Hulk. Je pense que ça va être du très très bon. J'ai hâte de lire la suite en tout cas. Et enfin, Fearless Defenders, qui est la moins bonne série du magazine, si on nommait Avengers Assemble, qui est hors continuité, notamment. Fearless Defenders, c'est un peu la suite de Fear Itself, The Fearless, une mini-série qui suivait Fear Itself, avec pour protagoniste principale Valkyrie. En fait, ça va être la constitution d'une nouvelle équipe de Valkyrie, avec des super-héroïnes de l'univers Marvel. Donc là, dans ce premier épisode, c'est notamment Misty Knight, la petite amie de Iron Fist, qui se joint à Valkyrie dans son épopée asgardienne, que les gardiennes de la mort, ces espèces d'anciennes Valkyries zombies, menacent un petit peu la Terre, et puis ce genre de choses. Enfin, voilà. C'est sympathique, c'est plutôt bien dessiné. C'est par Cullen Bunn au scénario et Will Slaney au dessin. On peut apprécier aussi beaucoup le travail de l'artiste de couverture. C'est des couvertures absolument magnifiques, notamment celle du numéro 2, où tout en dessin, on a l'impression d'avoir une pochette de figurines. J'invite les auditeurs du One Eye Club à chercher cette couverture de Fearless Defenders numéro 2, et juste à tomber par terre. Donc voilà, Avengers Universe, rien que pour les 3 séries Captain America, Indestructible Hulk et Thor God of Thunder, ça vaut largement le coup, c'est-à-dire 4,80€. Avengers, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Déjà, notamment parce qu'il n'y a que 4 séries et pas 5. Avengers par Jonathan Hickman et Jérôme Peña, on pouvait s'attendre à du très lourd, du très compliqué. C'est les premiers retours que j'avais vus, et pourtant non, en fait, c'est assez simple. C'est une épopée cosmique, donc qui s'annonce, avec les Avengers contre une menace venue d'ailleurs dans l'univers, mais aussi la constitution d'une toute nouvelle équipe d'Avengers, mais beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, que chacun des 6 Avengers principaux aura sous sa tutelle d'autres Avengers moins connus, moins puissants, moins développés. Par exemple, Iron Man a sous ses ordres Wolverine, Spider-Man et 2 autres... Wolverine, moins à l'aise. Vu qu'il fait au moins 5 ou 6 séries par mois, il devrait avoir 5 ou 6 fois plus de pecs que les autres. Non, il ne fait pas partie des 6 principaux. Les 6 principaux, si je me trompe pas, suivant le diagramme que j'ai sous les yeux, c'est Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk et Thor. Le découpage aussi de la série est très particulier, c'est-à-dire que dans un épisode, c'est l'histoire des Avengers face à la menace, alors que l'épisode 2, c'est plus centré sur un personnage ou sur une partie de l'équipe, etc. C'est-à-dire un épisode qui développe l'intrigue et un épisode qui développe plus l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ensuite, il y a les New Avengers, par Jonathan Hickman et Steve Epting. Les New Avengers reprennent le principe des Illuminati, c'est-à-dire cette équipe des plus grands super-héros de Marvel qui se réunissent dans l'ombre pour prévenir les plus grandes menaces qui soient. Cette équipe avait notamment vu le jour, était notamment apparue aux alentours de Civil War. Donc là, Jonathan Hickman reprend le principe, il ajoute 2 nouveaux membres. Un de ses membres éminents est mort pendant Avengers vs X-Men, c'était le professeur Xavier. Et là, en fait, c'est la Panthère Noire qui, lors d'une expédition avec 2 initiés, affronte une menace cosmique venue d'une autre dimension. Et comme il se sent dépassé par l'ampleur de la menace, décide de convoquer les Illuminati, dont Namor, qui est son nouvel ennemi juré, puisque Namor a ravagé le Wakanda durant Avengers vs X-Men alors qu'il était possédé par le Phoenix. Ça promet. Et c'est très intriguant. C'est une intrigue avec beaucoup d'intrigues en fait. Et un peu en lien avec la série principale Avengers, et il faut s'attendre donc à ce que les 2 séries se rejoignent pour le prochain crossover Infinity. Secret Avengers, je vais passer très rapidement, c'est l'équipe secrète des Avengers menée par Nick Fury. Le nouveau Nick Fury, qui est le fils noir de Nick Fury Senior, avec aussi un bandeau sur l'œil. Un moyen de être raccord avec les films. Tout à fait, et qui a pour bras droit un certain Phil Coulson. Personnage qui vient d'apparaître donc chez Marvel. Voilà. Le principe est assez simple en fait. L'équipe des Secret Avengers est pour l'instant constituée seulement de Black Widow et de Hawkeye. Et en fait, on leur a injecté une sorte de toxine ou de nanomachine. Et grâce à un nom de code, en fait, ils oublient la mission qu'ils ont fait. Donc on peut leur faire des choses horribles et ils oublient. T'as tout compris, et c'est exactement ce qui se passe dans ce premier épisode, où on peut leur faire subir aussi des choses horribles sans qu'ils s'en souviennent. Enfin, on termine sur Young Avengers, donc par Kieron Gillen, Jamie McKelvey et Mike Norton, centré sur les personnages de Wiccan et Hulkling, donc le couple de super-héros ado gay le plus célèbre de tout Marvel. Mais aussi un nouveau membre qui est Young Loki, enfin Kid Loki plutôt, le Loki rajeuni à l'âge de 10 ans. Et c'est une sorte de Miss Captain America, une équipe en devenir et qui va affronter une menace venue d'une autre dimension, à savoir la mère Skrull de Hulkling, mais issue d'une nouvelle dimension qui s'avère être une menace. Voilà. C'est sympathique, mais sans plus. Et je garde quand même ce magazine sur le haut du panier plus fort que Avengers Universe parce que Avengers ça déboîte quand même pas mal.
Et je pense que si vraiment on se concentre un tout petit peu, on est quand même sur une intrigue beaucoup plus simple à comprendre que ne l'ont été les Fantastic Four de Jonathan Hickman. Et puis les dessins de Jérôme Opeña, du très très bon, on avait pu le voir notamment sur Uncanny X-Force, avec Rick Remender par le passé. Et enfin, on arrive à l'avant-dernier, le plus beau magazine de ce Marvel Now, X-Men. Donc le plus beau parce que au dessin, on retrouve pour X-Men Stuart Timonen, pour Uncanny X-Men Chris Bacalo, et pour Cable X-Force, Salvador Larroca, donc qui a quitté les armures d'Iron Man pour une équipe de X-Men bourrin. 3 dessinateurs que j'adore, donc ça va. Alors, All New X-Men, le principe est très simple. Le Fauve est quand même bien dégoûté que Cyclope en ait été réduit à tuer Charles Xavier alors qu'il était possédé par la Force Phoenix pendant Avengers vs X-Men. Donc pour le punir, il décide de ramener les 5 X-Men originaux dans le présent. Donc à savoir, pour ceux qui ne sauraient pas, les 5 X-Men originaux, c'est Cyclope, Iceberg, le Fauve, Angel et Jean Grey. Donc évidemment, Jean Grey dans le présent, t'imagines bien le bordel que ça peut être rien que cette idée-là. Oui. Bon, je pense que c'est un peu une pirouette scénaristique parce qu'on a dû interdire à Brian Michael Bendis de ramener la vraie Jean Grey, de la ressusciter, donc du coup il ramène celle du passé pour pouvoir faire mumuse avec. Oui, un moyen que le personnage soit toujours présent sans attendre la nouvelle résurrection qui viendra un jour ou l'autre. Tout à fait. Alors, il faut savoir que cette série se lit impérativement en parallèle avec Uncanny X-Men, c'est pour ça que les deux sont dans le même magazine, parce que les intrigues sont vraiment liées, quoi. C'est vraiment du temps réel quasiment. Donc il faut savoir, donc dans All New X-Men, on suit plutôt l'équipe de Wolverine, donc qui se trouve dans l'école Jean Grey, c'est-à-dire l'ancienne école de Charles Xavier, qui a été reconstruite par Wolverine dans la série Wolverine et X-Men. Et dans Uncanny X-Men, on suit plutôt l'équipe de Cyclope, avec entre autres Magneto, Magie, Emma Frost, et c'est déjà pas mal. En fait, le principal point de conflit entre Cyclope et l'autre équipe des X-Men, outre le fait que Cyclope a buté Charles Xavier, évidemment, une bonne raison. C'est quand même que Cyclope s'est mis en tête de récupérer avant tout le monde les nouveaux mutants qui sont apparus suite à Avengers vs X-Men pour les enrôler, pour leur promettre un avenir meilleur, etc., etc. En ce qui concerne Cable et X-Force, c'est Cable qui voit l'avenir. Il a vu certains fragments d'avenir et donc il va chercher à adapter cet avenir pour que, en fait, ses effets les plus nocifs n'arrivent pas. C'est-à-dire que pour ça, il est prêt des fois à sacrifier des innocents parce qu'il faut pas non plus trop jouer avec le temps, trop changer, sinon ça risquerait d'aller trop loin. Oui, enfin on retrouve un peu le côté un peu hardcore de Cable. C'est ça. C'est une équipe constituée de Forge, de Domino, de Colossus, de Cable et du Docteur Nemesis. Ce qui est assez intéressant puisque le Docteur Nemesis est un personnage plutôt favori parmi les fans des X-Men. Je ne le connais pas du tout. Ah, tu connais pas? C'est un médecin mutant qui est hyper arrogant, très intelligent, mais d'une arrogance phénoménale. D'accord, c'est la Dr House des mutants. Encore pire. J'ai jamais vu ou lu quelqu'un aussi imbu de lui-même. C'est quand même un des meilleurs magazines, donc je le disais, avec vraiment New X-Men qui promet énormément au niveau des changements que cela peut procurer. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est une série, si je me trompe pas, qui est bimensuelle, ce qui fait qu'on a au minimum 2 numéros de New X-Men par magazine. Et au bout du numéro 2 de X-Men, on a déjà la fin du premier arc, qui était en 5 chapitres. Enfin, mon chouchou, celui qui va diviser énormément, et pourtant Dieu sait que je l'adore, c'est le magazine Spider-Man avec la série Marvel Now, Superior Spider-Man. Je te rappelle le principe? Vas-y, rappelle-le, même si je m'en souviens. À la fin de Amazing Spider-Man 700, Peter Parker mourait dans le corps de Dr. Octopus, et Otto Octavius avait pris possession du corps de Peter Parker et devenait le nouveau Spider-Man. Finalement, le titre de Superior Spider-Man n'est vraiment pas volé, quoi, parce qu'il est vraiment doué. Et c'est ça qui est fou, quoi. Autant on avait pu apercevoir un Spider-Man qui s'en sortait bien lors de l'époque Big Time, où il changeait de taf, il arrivait au laboratoire Horizon, il commençait à créer des gadgets pour être un Spider-Man un peu plus efficace, pour affronter certains de ses ennemis. Mais là, en fait, Octavius, il va juste super loin, quoi. Il reprend par exemple la technologie des Octobots pour créer des Spider-Bots qui vont surveiller la ville pour lui. Donc inutile de patrouiller. C'est un peu ce que pouvait faire un Batman dans Dark Knight Returns, il me semble. Oui, ouais, voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même Otto Octavius, qui est quand même un méchant, qui a tendance à la brutalité, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi, des fois, il réagit de façon qui le surprend. Par exemple, il sent qu'un combat est très mal parti, il décide de s'enfuir. Pourtant, les flics sont en danger. Au départ, il veut s'en foutre, quoi. Il dit, tant pis, enfin voilà, ils vont se faire écraser par les pierres qui vont leur tomber sur la gueule, c'est pas de ma faute. Et bah pourtant, non. Il y a une force supérieure qui le pousse à agir. Et cette force supérieure, c'est ni plus ni moins que le fantôme de Peter Parker, qui le hante quelque part, sans pour autant qu'il s'en rende compte. Parce qu'on sait bien qu'il va revenir. Oui, peut-être, certainement. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette série, pour l'instant, au niveau en tout cas des 2 premiers numéros, c'est quelque chose qui m'a choqué, mais c'est quelque part voulu, c'est que le Peter Parker fait par Ryan Stegman, enfin le Otto Parker de Ryan Stegman, fait vraiment savant fou par moment.
Et ça fait froid dans le dos quand on se dit, bah non, c'est Spider-Man, quoi. Donc voilà, c'est juste le seul reproche que j'ai à faire, sinon ça promet énormément, je trouve le parti pris phénoménal. Après, dans le magazine, on trouve Avenging Spider-Man, donc toujours Spider-Man en team-up avec des membres des Avengers, et Scarlet Spider, donc la série centrée sur Kane, le clone maudit, le clone affaibli de Spider-Man. Voilà. Il y a quand même beaucoup de titres, hein, ça peut revenir à assez cher si on veut tout suivre. Est-ce que il y a quelque chose que tu recommandes, par exemple, dans les sorties qui vont être en librairie, dont tu nous as parlé la dernière fois, qu'il faut absolument pas rater si on veut vraiment avoir une idée de ce qui se passe dans Marvel Now? Toutes les séries Marvel Now qui sortent en librairie. Tout pour toi, ce qui va sortir, ça va être du top du top. Ouais, franchement, ils ont vraiment gardé les meilleurs, quoi. Y compris dans des magazines moins bons, par exemple. Tu vois, j'étais très frustré de pas pouvoir suivre Wolverine and the X-Men dans le magazine Wolverine, parce que tout simplement, le magazine Wolverine est très mauvais, en fait, dans cette mouture Marvel Now, parce que la série Marvel Now Wolverine n'est pas intéressante du tout. Déjà que le magazine, il coûte 4,50€ pour 70 pages. Si en plus c'est pour en lire que la moitié, tu vois, ça m'intéressait pas beaucoup. Pourtant, il me semble que Wolverine and the X-Men va être édité en librairie. En Marvel Now. Pareil, dans X-Men Universe, il y avait une série qui m'intéressait beaucoup, c'est la série X-Men par Brian Wood et Olivier Coipel, centrée sur une équipe X-Men féminine. Ça m'intéressait beaucoup, mais c'est dans un magazine avec 3 autres séries qui sont merdiques. Oui, donc en gros, la politique, pour le coup, de librairie te convient tout à fait, parce que tu prends en kiosque les magazines où il y a plein de séries qui te plaisent, et tu sais que les autres séries qui te plaisent vont sortir en librairie. Exactement. Par contre, là où je sens le gros crève-cœur, c'est quand même dans Avengers Universe. Les 3 séries Captain America, Hulk et Thor sont juste géniales, méritent toutes d'être publiées en librairie, et je pense pas qu'elles seront toutes publiées en librairie. C'est un peu dommage pour avoir une chance de pouvoir les lire plus facilement avec le temps. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pas trop complexe de trouver des revues dans les magasins spécialisés où il y a souvent des bacs où on peut trouver des vieilles revues, même si les numéros 1 ont tendance à être difficiles à trouver en général, malheureusement. Et puis il y a Internet. Voilà, Internet permet de s'en sortir, même s'il y a de sales spéculateurs qui en profitent aussi un peu parfois. Merci pour ce retour sur Marvel Now. De rien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial du monde de l'humanité? Et ben comme la dernière fois, il y avait un labo le dimanche avant l'émission, avant le One Night Club, donc vous pouvez m'écouter en replay sur le site de Synops Live pour un labo consacré aux consoles de nouvelle génération, avec mon pote Geoffroy, alias Griffou de Culture Breakdown. Et sinon, donc, Tiborec sur Twitter, TIBOREC. Puis c'est déjà pas mal. Je pense qu'à partir de là, tout le monde pourra te suivre en suivant tous les liens qui partent dans tous les sens sur la toile. Merci encore à toi et je te dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. À bientôt, Pied. Comme à chaque fois, je vous rappelle que si vous avez un sujet de prédilection, quelque chose dont vous voulez nous parler dans une carte blanche, vous êtes les bienvenus, surtout que je commence à être un peu réduit en stock, j'en ai une encore en stock, il va falloir que j'en trouve d'autres, une BD dont on n'a pas parlé, qui vous voulez vraiment dire que c'est trop bien, genre si quelqu'un veut nous parler de Ex Machina, Ex Machina. Oui, Ex Machina, pardon. Je sais pas, Azertov par exemple, c'est des appels du pied de la mort, n'hésitez pas à passer sur notre site lavoidesbulles.fr ou sur le Twitter, il y a toutes les infos de contact dans la rubrique contact. Et si vous faites 2 cartes blanches, la 3e est gratuite, c'est le tarif dégressif selon Pied. Blotch! Page! Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour cette splash page? Vois comme ton nombre s'allonge. On peut faire un mec schizophrène et vous faites toutes les autres voix. Ouais, puis on dit qu'en fait, le mec schizophrène, c'est Isaac, et qu'en fait, c'est lui qui fait l'émission depuis le début, et que c'est lui qui fait toutes nos voix, et il nous imite comme ça. Bah, de toute façon, je fais tout le temps ça déjà. Tu pourrais nous imiter. Vas-y, fais Thio, voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. Et vas-y, fais-moi. Ouais, alors les gars, je reste sérieux, et puis je garde le fil de l'émission, puis de toute façon, il y a que moi qui parle, et puis tu as un truc à dire, Matt? Ouais, ok, merci. Et on passe à la suite. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais ça risque de pas être super drôle. Et puis en fait, il est pas vraiment schizophrène, donc... Et puis je suis pas sûr en plus de vraiment bien le prendre, tu vois. Donc, ouais. Celle-là, j'aurais pu la faire aussi, d'imitation de nature. Ok. Non, vous avez pas d'autres idées, quelque chose qui en jette un peu plus, quoi? On se fait une scène dans un HP où il y a les psys et le patient. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ou les sortir! On se fait un truc, une idée géniale. Des scénaristes qui veulent écrire la série... ça a déjà été fait, je crois. Ouais, en fait, je crois qu'on botte en touche. Hein. On botte en touche. Oui, parce que franchement, c'était très 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 dur de trouver comment faire une splash page qui tienne la route, de faire un sketch qui rende hommage à cette bande dessinée qui nous a un peu marqué, Thio et moi. En fait, on voulait pas faire un truc ridicule cette fois-ci, on voulait pas être mauvais. Il y a Tizak qui se dessape à côté de moi, ça me fait presque peur. Oui, ça m'a coupé le sifflet.
Tu fais super bien le tuyau. Donc, Carte blanche, donc Tizak ne l'a pas lu, il l'a feuilleté. Tu donc vois il le pourra nous donner signe de reconnaissance? ses impressions sur le dessin. Donc c'est une bande dessinée une bande dessinée de JP, édité chez Futuropolis. Et je vais vraiment voter en touche. Thio, qu'est-ce que ça raconte? Putain, sale. Putain, t'as passé une splash, toi? Alors, on va suivre donc l'histoire de Silvano Landi, qui est donc un auteur à succès, qui est un petit peu au moment, qui est un peu sur qui a bien vécu. Alors l'âge qu'il a, je peux pas le donner parce que j'ai pas réussi à trouver, mais bon, il a bien vieilli et il se pose beaucoup de questions. Et surtout qu'il est en maison. Non mais t'as vu, je t'ai pas coupé cette fois-ci. J'ai commencé mais je l'ai pas fait. T'as vu? Il t'a coupé du regard. Ouais. T'as vu un peu que je suis fort. J'ai un regard tranchant. Et qui est en HP apparemment. Oui, en fait, tout allait bien jusqu'au moment où d'un coup on le retrouve en HP, où en fait il y a que deux choses qui reviennent dans sa tête, c'est un arbre tout décharné sans aucune feuille et une station-service la nuit. Et on se rend compte qu'en fait il se remémore les lettres de son grand-père qui a fait la guerre de 14-18. Et il nous raconte un peu une scène de bataille où son grand-père s'est retrouvé avec un de ses collègues coincé sous un arbre au milieu des tirs ennemis. Enfin, c'est qu'en plus au fur et à mesure on commence à avoir du mal à faire la distance entre son grand-père et lui. T'as l'impression au fur et à mesure que les deux vies sont en train de se croiser, de se mélanger, et finalement tu sais plus vraiment qui est en train de vivre la scène. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me dire mais comment je vais en parler, parce que c'est une BD qui demande vraiment d'être relue, parce que on a l'impression que le personnage doit avoir un Alzheimer ou un truc comme ça, qu'il a des absences, qu'il se perd, à un moment il se retrouve à poil dans la rue tout seul. On est un peu... Il y a une narration qui est vraiment très originale, très découpée, et en plus un style graphique qui va avec, où on va passer d'un noir et blanc, on a l'impression que c'est au bic, limite, jusque des aquarelles magnifiques pour montrer d'autres scènes, mais des styles d'aquarelles différents en plus. Les scènes de 14-18 sont dessinées dans un style différent des scènes contemporaines quand elles sont en aquarelle. Et donc on va suivre l'histoire en 14-18, l'histoire du gars qui est en HP, les discussions des médecins qui parlent de son cas. Les discussions de sa famille aussi, où on voit tout le vécu individuel qu'il a amené justement à cette situation actuelle dans le HP, quoi. Et toute une discussion sur la vieillesse, sur le regard que l'on peut avoir sur soi-même et sur le temps qui passe, et sur comment est-ce qu'on est influencé par les vies de nos ancêtres. En gros. C'est une bande dessinée très très complexe à pitcher, à raconter, mais qui pourtant se lit vraiment bien, je trouve. Moi je l'ai lu mais d'un bloc, j'ai été pris dedans tout du long. C'est une très belle histoire, c'est vraiment très très beau. C'est très prenant. Moi j'ai vraiment eu l'impression de faire un grand plongeon en fait. Tu sautes dans le vide et tu te balades dans la pensée de l'aïeul, dans la pensée de l'écrivain. Tu es en train d'essayer de suivre en fait cette psychothérapie en sachant pas très bien de quel côté tu as envie de te placer. Est-ce que tu es dans le malade, tu essaies juste de comprendre ce qu'il fait, tu essaies de trouver une solution pour lui, tu es à la fois entre le rêve et la réalité. C'est très, très déconcertant, j'ai trouvé. Et puis JP joue au niveau de sa narration sur l'état de son personnage pour nous perdre. On est perdu comme lui. Il commence in media res, on ne sait pas ce qui se passe, on comprend rien au début en fait. J'ai lu le truc, je disais bon c'est beau, ça a rien à dire, mais je comprends rien à ce qui se passe. Et petit à petit, on a les pièces du puzzle qui se mettent en place et on commence à essayer de comprendre la narration. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose. Ça me donne envie de le relire pour remettre dans le contexte les premières planches que j'ai pu lire. Et voilà, donc c'est vraiment super génial. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Ben en fait, oui, il y a tout qui se conjugue, je dirais. Cette narration qui est quand même très, très, très déstructurée, très particulière, très, très bizarre. Et tout à l'heure, je te disais, c'est presque l'impression qu'on parle d'un livre où, alors sans être, c'est aucunement méchant, mais on pourrait presque dire il n'y a rien dedans.
Non, mais oui, voilà, c'est ceux qui le liront peut-être comprendront mieux ma phrase, mais on a l'impression de lire une bande dessinée où il y a rien dedans et où à la fin on a été mais rempli parce que c'était énorme. Il y a une profondeur, je n'ai pas ressenti une telle richesse et une telle interaction entre le scénario et le dessin que depuis que j'ai lu un truc comme Cage de Dave McKean. Parce que j'ai retrouvé un peu cette ambiance de je change mon trait, mon style de dessin en fonction de ce que je veux raconter, avec une maîtrise dans les styles différents qui est superbe. Les aquarelles, mais elles sont à tomber, c'est magnifique. C'est magnifique, et puis même son dessin au trait est d'une précision, enfin on sent les émotions, on est vraiment avec le personnage, et puis voilà, il arrive à nous perdre dans la façon dont il raconte, mais on a toujours assez d'éléments pour se raccrocher au récit, pour pas non plus sortir de cette bande dessinée. Et voilà, enfin c'est magnifique. Franchement, là, je connaissais JP pour la couverture qu'il a fait de la revue dessinée, la première couverture qui était superbe en soi, et les illustrations qu'il y avait derrière. Donc je sais qu'il a fait d'autres séries qui ont eu un grand succès critique, en tout cas. C'est un auteur qui, je pense, est à suivre, et il faut absolument lire cette BD. Je crois que j'ai rarement conseillé autant une bande dessinée dans une splash, et pourtant on va pas en faire une splash qui dure 2 heures parce que parce qu'on va pas avoir grand chose à dire au final. Oui. Faites-vous vraiment, je dirais, le feuilletez pas, achetez-le, ne le feuilletez pas dans votre ancien Virgin, ça n'existe plus, mais dans votre Fnac ou votre Cultura, enfin ou votre boutique, mais vraiment achetez-le et prenez le temps de vous plonger dedans. C'est une super expérience. Et en plus, il y a une relecture parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, je pense, pour l'apprécier. Des paysages superbes, des visages superbes, vraiment une virtuosité magnifique. C'est pour qui? C'est dur à dire. Moi j'ai mis soit des rêveurs, soit des psychopathes en fait pour suivre. On va dire les rêveurs, ça fait quand même moins peur. Rêveurs, ouais. Pour ceux qui se posent des questions sur les qualités humaines, sur le temps, il y a une réflexion sur son image dans le miroir qui est superbe. L'image qu'on peut avoir de soi-même dans le miroir au fur et à mesure qu'on vieillit. Mais pas que physique. Pas que physique. Le reflet, voilà, il amène beaucoup de choses, son reflet. Je crois qu'on t'a un peu perdu dans notre... Non, bien au contraire. En fait, là, tu vois, dans ses yeux, tu vois, je pense qu'il y avait plutôt du... Bon, en fait, ils en ont dit beaucoup, il va vraiment falloir que je le lise. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est typiquement le genre de bouquin où il y a une forme d'introspection dans un esprit torturé, et c'est typiquement le genre de bouquin qui va pouvoir me plaire. Même si le sujet que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas forcément à la base ma tasse de thé, j'ai pas l'impression dans ce que vous dites que ce soit le fondement de la chose. Non. Donc voilà, le voyage introspectif, ça me plaît beaucoup, quand c'est en plus dans un esprit où beaucoup de choses se passent et s'entremêlent, je pense que ça sera encore plus plaisant. Donc clairement, je l'embarque ce soir et je me plonge dedans. Mais tu me le ramènes. On verra ça. Voilà, donc Vois comme ton ombre s'allonge de JP chez Futuropolis, vraiment un must-have. Alors justement, j'en ai profité pendant que vous étiez en train de dire beaucoup de bien de ce bouquin. JP visiblement a réalisé un film qui s'appelle L'Ultimo Terrestre. Et oui, il est italien. Oui, il est italien à la base. Enfin, à la base, toujours, il est italien tout court. À la base. Et en fait, il est italien de souche. Vois comme ton ombre s'allonge, j'étais déjà sorti en fait en Italie. C'est une traduction qu'on a. Pardon ? C'est une traduction en fait d'une BD qui est déjà parue. D'accord. Et je ne le savais pas. Qui s'appelle Una Storia. Il y en a qui ont bossé. Hein. Ouais, t'as vu ? Donc bref, toujours est-il. Non, en fait, c'est Télérama qui me le dit. Hein, vu que le dessin que j'ai pu croiser en feuilletant le bouquin est très inspiré, il y a de très jolis plans, de très jolis cadrages, etc. Du coup, je vais essayer de me procurer ce film, L'Ultimo Terrestre, qui est sorti en 2011. Ok, merci. Et on va pouvoir rester sans voix sur cette bande dessinée et passer au online. Online. Arfang par Aurore. Aurore est une illustratrice... Aurore, Malor.
Pardon. Oui, Je suis la sorcière. une illustratrice de bande dessinée qui a déjà fait... Mon préféré, c'était Belzébuth. Ouais. Oui, c'est moi Belzébuth. Donc qui a sorti déjà plusieurs albums, et qui en gros, alors qu'elle préparait un autre album, a sorti un peu un side project, son truc de son côté, qu'elle mettait sur son site, qui s'appelle Arfang. Avec son petit bâton, avec la langue. Arfang est basé sur un conte de Grimm qu'elle a réadapté, raconté, dans un style graphique très manga qui fait penser un peu au style graphique de Bright Stories, que je n'ai pas lu, dans le sens où on a un graphisme très léché, un travail sur les costumes, Plein de détails, ouais. sur les costumes, mais qui sont magnifiques, des visages très expressifs, un travail sur les décors aussi, enfin bon, c'est vraiment très très joli. Donc on a une centaine de planches qui sont accessibles sur son site, les liens seront dans les notes de l'émission, puis sinon vous tapez Arfang Horror dans Google et vous trouverez. Et donc on suit l'histoire de ces deux personnages, donc qui sont un jeune homme et une jeune femme qui sont fiancés, et leur mariage est retardé parce qu'il y a une autre femme qui veut se marier derrière, et son mariage passe avant. Et alors qu'ils sont en train de se balader, ils se perdent, et la jeune fille est enlevée par une sorcière qui la transforme en oiseau. Et donc on va suivre ensuite le jeune homme qui essaye de sauver son aimé. Alors pour information, j'ai travaillé sur un conte qui s'inspire de cette histoire-là, qui s'appelle Jorinde Joringel. C'est celui-là. Et ça marche très bien. C'est très joli. Alors, j'ai trouvé quelques défauts quand même. C'est un petit peu mou au départ, je trouve. C'est-à-dire que les premiers chapitres où on voit les personnages, leurs relations, etc., c'est joli. Le dessin aide beaucoup à se prendre dedans, mais c'est un peu lent. Il faut vraiment du temps avant que la sorcière ne rapplique, en gros, et que l'intrigue soit vraiment lancée, et où il y ait des enjeux et un peu d'action, je dirais, entre guillemets. C'est juste ce point-là qui m'a un peu gêné, et ensuite, après, c'est du top jusqu'aux dernières planches. Il y a quelques planches en couleur, en général, les une ou deux premières planches de chaque chapitre, et on sent aussi un superbe boulot sur la couleur. Moi, j'ai trouvé ça génial. Oui, au niveau des textures, c'est... Voilà. Voilà. Les premières pages en couleur sont splendides. Il faut savoir que cette bande dessinée a été signée chez Delcourt, il me semble, et que donc là, actuellement, Aurore est en train de retravailler les couleurs pour faire une BD totalement en couleur qui sortira chez Delcourt, je ne sais pas quand. Donc, il y aura des bonus, des trucs en plus, etc., pour justifier... Alors, je te coupe, mais il va y avoir quand même pas mal de taf, parce que là, tu vois, je regardais donc, le costume du futur marié, et entre la version couleur et la version donc noir et blanc, le costume change. Parce que justement, je pense qu'elle pouvait pas remettre du coup la même apparence. Et à mon avis, elle va devoir... Enfin, soit elle refait les pages couleurs, les deux premières, soit elle refait aussi toutes les autres à la suite, quoi. Enfin, il va y avoir du boulot, quoi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment superbe. Ça coûte rien d'aller le voir, donc je vous y encourage. C'est une très belle lecture. C'est vraiment très très joli. Moi, je suis tombé amoureux de ce dessin. C'est très très chouette. Retour avec sérieux et efficace. Mais c'est Isaac qui va nous faire son speech comme d'habitude parce que c'est son courrier et qu'on n'a toujours rien préparé. La dernière fois, il était à fond. Attends, on te rappelle pas, il avait 2 pages imprimées, il avait fait des extraits et tout. Ah, il avait préparé, tu l'avais chambré parce qu'il avait préparé. C'est ça. Dès que tu prépares, de toute façon, ici, tu te fais chambrer. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai vachement moins préparé. Et d'autant plus que la rubrique va être un petit peu plus courte que d'habitude à cause des OEC Awards ou grâce aux OEC Awards. Donc, pour reprendre l'OEC 92, Lunch compatit avec toi, Thio, parce qu'effectivement, tu as du retard dans les lectures. Non, en fait, Lunch, c'est moi. C'est moi qui suis à la bourre sur les lectures. Ou alors, deux fois de temps en temps, j'ai pas lu un truc. Mais Thio est quand même en général le plus assidu au niveau des lectures par rapport à nous autres. C'est pas faux. Le mauvais élève, c'est Isaac. Oui, c'est pour ma gueule, je confirme. Bon, Matt Manga qui râle parce que effectivement, il a pas vraiment triché. C'est juste que il a profité de la notion de mauvaise foi et il a bien raison. Lunch le défend d'ailleurs. Il faut juste être un petit peu malin selon lui. Oui, non, mais c'est juste qu'il s'est fait choper, c'est tout. Oui, il s'est fait prendre la main dans le pot de miel. Non, mais c'est pas grave, hein, il a le droit, mais qu'est-ce qu'il a fait au fait?
Parce que j'ai raté là. Non, parce qu'il avait avoué avoir triché en votant plusieurs fois. Non, mais il s'est logué 2 fois. Il a voté 2 fois en étant logué, donc à chaque fois j'avais son nom. Toturi, revenons à la lecture. Lui a énormément apprécié Barbe Bleue Pinocchio. Il a Blanche-Neige sous le coude, donc peut-être que depuis, il a peut-être même dû le lire. Et qu'il a trouvé comme il était tellement mauvais, il s'est suicidé en fait. Hein? Ok, merci pour la blague. Mais non, parce qu'en fait, le Blanche-Neige, oui, c'est vrai que le Blanche-Neige des trois, c'était celui qui était en dernière position, c'est vrai. Et lui aussi était bien d'accord avec notre remarque concernant Yang, avec le double emploi de l'ombre de la gloire, puisque ça sortait au même moment, chez le même éditeur, sur le même sujet, même si le traitement était différent, mais voilà, il y avait un aspect doublon. Un peu casse-gueule d'un point de vue éditorial, mais ça accompagnait bien le film, je pense que c'était l'idée aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Concernant l'OEC 93, alors là, bon, globalement, hein, on a eu, et on vous en remercie, pas mal de félicitations pour la splash. C'est vrai que nous, on s'est bien régalé pour la faire. Ouais. Bon, vous avez pas compris la moitié des blagues tous les deux, parce que vous écoutez pas de podcast, mais. Oh là, c'est moche. Non, alors, mais c'est vrai. Au départ, on n'avait rien dit, tu vois. On aurait pu passer pour des mecs qui ont un petit peu des connaissances et tout, des amis. Et là, voilà, en fait, il y a que toi qui bosse. C'est ça. Non, je suis le seul qui écoute des podcasts, mais c'est pas mal de pas en écouter. Hein. Ok, ouais, d'accord. Allez, on passe à la suite. Et ensuite, on a donc un petit combat de gars un peu précis. Donc Nemo qui, voilà, nous remet des petites choses en place. Xavier Gilbert qui lui aussi nous remet des petites choses en place, notamment concernant Bonu Poun Poun, qui selon lui parle plutôt d'un adolescent qui serait psychologiquement assez dérangé, mais c'est pas forcément l'avis de Jiba, c'est pas forcément l'avis de Nemo, c'était pas forcément l'avis de Matt Manga. Bref, il y a un petit débat là-dessus, et puis Lunch qui vient mettre un petit peu son grain de sel au milieu de tout ça, et qui pense qu'un petit peu tout le monde a raison là-dessus. Il y a un petit peu des choses qui sont potentiellement vraies, d'autres qui sont certainement vraies, et donc selon lui, il faut attendre la suite des événements, donc le tome 2, pour savoir si effectivement le héros principal est psychologiquement dérangé, ou si simplement que c'est un adolescent qui vit dans un milieu familial un petit peu compliqué. Oui, mais le fait qu'il y ait la question qui se pose, je trouve ça plutôt intéressant d'un point de vue de ce qu'a fait l'auteur. C'est ça laisse un petit peu libre cours à l'interprétation de chaque lecteur, et c'est du coup pas plus mal. Donc si peut-être que Lunch a raison, on verra si dans la suite des tomes il y aura des éclaircissements de ce point de vue-là. Et on terminera avec là aussi des petites mises au point sur la prononciation d'Asano, Asano et sur le prix des mangas. Où visiblement pas toujours justifié selon vous. Oui, bon, ça va, je sais pas prononcer les noms japonais, je suis très nul à ça et je me plante à tous les coups. C'est comme ça. Donc voilà, bref, Fin du monde serait un petit peu trop cher selon votre bourse. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Après, il faut voir si ça nous plaît, ben ça nous plaît. Voilà, mais apparemment ça vaut quelque part le coup parce que c'est très bien, donc. C'est ça. Il vaut mieux une bonne BD, je pense, à 20 € qu'une mauvaise à 10. Après, voilà. C'était l'instant philosophique. N'est-ce pas? Merci, Dr Tizak. Mais de rien. Voilà, sinon, juste pour revenir sur Harfang, la sorcière, je suis enfin arrivé à la sorcière. Eh ben, elle déchire. Elle déchire sa maman. Hein. Effectivement, il y a du détail. Waouh. Nous allons maintenant arriver à la remise, je sais pas si on peut dire ça, des OEC Awards. Les OEC Awards, ce sont nos prix qu'on décerne chaque année. C'est des prix qui ne font rien gagner. C'est des prix à 0 €. C'est des prix qui ne coûtent qu'un peu de bande passante, c'est-à-dire pas grand-chose. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut voter. Contrairement à des prix de vrais festivals. Voilà, tout le monde peut voter, il n'y a pas de débat, parce que de toute façon, il y a de la triche, de la manipulation. L'an dernier, on avait eu les fans d'un auteur qui avait fait voter pour sa bande dessinée, donc il avait gagné. Sauf que les gens avaient mis pour la BD la plus sexy une bande dessinée sur la procréation assistée. C'était la puce, voilà. Ouais, mais ça fonctionne bien. Ouais, c'est. Donc, on peut avoir des choses très étranges, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de sélectionner parmi toutes les BD que nous avons lues dans l'année. On les colle dans des catégories à peu près bâtardes, et puis on voit ce que ça donne. On m'a suggéré une très très bonne catégorie il y a peu. Ça serait qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. C'est la catégorie dichotomie entre la couverture et le contenant. Pas faux, ça. Parce que des fois, on se sent un peu floué quand même.
Oui, on sent un peu floué. Bon, après on peut feuilleter les BD. Bonjour, je voudrais 2 tranches de la BD, s'il vous plaît, que la première et la 4e de coupe. Pour le prix Hémoglobine 2013, la BD qui saigne, la BD la plus gore, violente, et qui vous a fait gerber tellement elle était horrible. Bah, il n'y a pas trop de suspense. Hein. En deuxième place, avec 23% des votes, on a The Boys. Yes, baby. Et en première place, avec 45% des votes, Tony Chu. Je ne comprends pas pourquoi. C'est très très calme, c'est très très bon. Oui, c'est juste un mec qui bouffe du cadavre, des trucs crades, etc. Peut-être déjà goûté. Bon, alors je veux dire à un moment donné, c'est peut-être très bon, comme le boudin. Je te regarderai la prochaine fois goûter un peu ce que mange Tony Chu. Le prix Chapiteau 2013, la BD pour se rincer l'œil, une BD où les personnages sont bien mis en valeur, sont beaux. Alors étonnamment, la plupart du temps, c'est des femmes. On a peu de BD où les hommes... Enfin après, c'est aussi notre sélection à nous, donc forcément, on a plus tendance à sélectionner des BD où c'est les femmes qui sont mises en valeur. Ouais. C'est sexiste, c'est... Très. Mais c'est bon, hein. Mais on est des hommes, donc on est forcément un peu sexiste, on est des ordures. Là, bah... Quête de l'oiseau du temps et Last Man avec 19% des votes étaient à égalité, mais c'est Burlesque Girl de François Moretti qui gagne avec 38% des voix. Yeehaw! Le prix Dumas 2013, la BD à peu près historique, parce qu'en gros on prend tout ce qui est historique ou pas vraiment. Bon, on va tout de suite passer au premier qui avec 55% des votes a tout déchiré, c'est Il était une fois en France, suivi de loin par Silas Corré avec 16%. Le prix L'Armoulette 2013, la BD qui fait pleurer. Alors, la BD qui fait pleurer, c'est une BD soit qui va vraiment vous faire pleurer parce qu'elle est chialante, soit qui va vraiment vous prendre le cœur et vous faire dire oh, que c'est beau. Ah, ça marche pas avec Ça pique aux yeux comme le projet de réforme de Payon. Marche pas. C'est ça. Le train des syndicalistes. Le train des orphelins s'en sort avec 27% et Le Beau Voyage gagne avec 36%. Le prix Joker 2013, la BD qui fiche le sourire. Donc c'est une BD qui va faire que quand vous avez fini de la lire, soit vous avez beaucoup rigolé, soit vous avez un sourire figé parce que c'était superbe, c'était magnifique. Ah, le GP va être triathlon l'an prochain, je pense. Ouais. Et là, c'était serré entre La Marche du Crabe et La Jeunesse de Picsou. Et je suis déçu. Eh bien, Pierrick est content. La Marche du Crabe... avec 42% des votes, ne gagne pas car c'est La Jeunesse de Picsou avec 44% des votes. Il y a un vote d'écart entre les deux. Sans déconner, perdre avec 42% des voix. Ouais, autant dire que derrière, il y a eu peu de votes. Le prix de Toilette 2013, une BD pas prise de tête qu'on peut lire tranquille aux chiottes sans se prendre la tête. Marche aussi avec le projet de loi de Vincent Pézy. Wikipanda avec 23% des votes s'en sort pas mal, mais l'Atelier Mastodonte gagne avec 32% des votes. On voit qu'on a un public de lecteurs de BD. Oui, Azertov et Randall d'ailleurs sur le chat disent que c'est inadmissible que La Marche du Crabe soit pas arrivé premier. Je suis désolé, La Jeunesse de Picsou. Ouais, mais La Jeunesse de Picsou c'est bon quand même aussi. Hein. Non, mais Marche du Crabe, voilà. Prix Brutal de Luxe 2013, le perso le plus balèze. La guerre s'est faite entre Ombre de Loup de Freak Squill et Long John Silver de Long John Silver. Et malgré ses 28% de votes... on dit de la BD éponyme. Ombre de Loup perd face à Long John Silver qui s'en sort avec 39%. Oh. Bon, en même temps, je suis pas sûr que ce soit vrai parce que honnêtement, un loup-garou face à un mec qui a une jambe en bois. Ouais, mais il est fourbe et il l'arnaquera. Ouais, face à un hippopotame. Il l'aura par. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Hein? L'éléphant ou l'hippopotame? Le prix. Ouais, mais l'hippopotame, c'est vachement pas là. C'est vachement fort quand même. Le prix Omni 2013 est un des prix qui m'a le plus surpris. C'est l'objet BD-Fil non identifié. C'est un truc bizarre en BD en fait, quelque chose qu'on n'arrive pas à classer, qui vraiment bizarre. On avait Conte et des Contes et Last Man qui se battent. Last Man, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais Conte et des Contes, je pensais pas qu'il ferait autant de voix. Malheureusement, il n'est que deuxième avec 31% des voix. Et c'est Last Man avec 34% qui gagne. Good job, Last Man. D'une courte tête, une seule voix. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment est-ce qu'il arrive à faire monter le suspense, tu vois. Ouais. C'est un métier, ça. Et là, il fait oui, tu vois, il a eu beaucoup de voix, mais malheureusement, il n'a pas gagné. Tu sais qu'il a été approché pour l'Eurovision, quand même. Ouais, en même temps, l'avantage c'est qu'à l'Eurovision il n'y a pas beaucoup de suspense. La France participe. D'ailleurs, on a 3 formidables têtes de vainqueurs cette année. Je sais pas encore qui va gagner, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, ce sera pas nous. À l'arrivée, ça va pas être nous. Hein. Pour les prix suivants, alors là, suspense va être difficile à monter parce qu'on a le prix Isaac 2013, la BD qui s'auto-analyse, où avec 58% des votes, blast tous les autres. Mais contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme fait quand même 19%. Et voilà, voilà, ma deuxième petite déception, voilà. Enfin, blast, quoi. Ouais, mais merde. Et alors là, le prix sueur pour la BD qui fait peur.
Lock and Key, 70% des voix. Le score fait peur aussi. Ouais, Berceuse Assassine a quand même 19% des voix derrière. Alors t'imagines le peu de voix qui se traînent derrière. Havre et la survie de l'espèce arrivent à en avoir un petit peu, mais c'est pas terrible. Ouais. Voilà pour les résultats de cette année. Vous avez vu, ça ne sert à rien. Ça nous sert juste à faire du temps d'antenne un peu chiant parce qu'on fait que réciter des trucs qui se passent que vous pouvez lire sur le site. Oui, mais nous au moins on en est conscient. On fait pas une soirée de 3 heures de remise des Césars, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis vous pouvez arrêter de nous écouter si on vous gonfle, en fait. Et puis Randall voudrait 50 € parce qu'il a participé au vote, plein de fois. On ne paye pas au clic, en fait. Ah merde, c'est pas ça. Oh, c'est con. On n'a pas de régie de pub à part Amazon et les images sur le site, donc il n'y a pas de gain au clic. Voilà, je crois qu'on a fait approximativement le tour des OC Awards. Nous allons pouvoir clore cette émission. Clorons. Bien, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Félicitations. Bravo. J'ai envie de dire bravo. Voilà. On se retrouve dans 15 jours pour une émission qui sera sans doute un tête-à-tête à l'ancienne. Ah là là, on va se refaire une petite soirée duo. Ouais. Pour la Saint-Valentin, je les laisse tous les deux en fait. Ouais, enfin on fait pas demain l'émission. Ouais, mais demain c'était pas possible. Ah d'accord. Ça va, on a dit qu'on serait tous les deux sur le canapé en train de regarder un film. Ouais. Avec du popcorn et des sympas. On va regarder Princess Bride. Ouais. Ah ouais. Et donc merde, non mais ah non, merde, je veux être là. Et donc on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à passer sur le site lavoidesbulles.fr et puis laissez des commentaires, des notes sur iTunes, c'est vachement important. Laissez des commentaires, ça me donne du travail. Plein de commentaires aussi de partout. Sur les murs des maisons. Ouais, sur Facebook, sur Twitter. Voilà. On écrit sur les murs la force de nos rêves. C'est ça. Et voilà, je vous dis ciao. Écrivez sur les murs, prenez des photos et vous les envoyez ensuite par Instagram. Ouais, c'est trop la classe pour gérer les coms. À bientôt, ciao. Bisous, bye. Ciao.